Oh, elle est vilaine. Tu la connaissais cette feinte ou pas? Je sais pas ce qu'on a vu de plus beau pour commencer une émission, Daniel. Hein. Good. Tu m'as dit de pas y aller trop fort, j'y vais pas trop fort. Ah, les fautes. À 2 points du match. Hein. Ça fait combien au score? Ça fait 2 points du match. Ça fait 40... ouais. 30. Oui, 30-0, pardon. Ah. Yes. Ouais. Ça fait 35. toujours 2 points. Hein. Allez, Ah, faute. Balle de 45. match. Balle de match, Riolo. Je crois que ça fait 2 balles de match, là. Ah. Faute. 40-30. Allez, faute. C'est pour entretenir un peu de suspense, Thibaut. Allez. Ah, pardon. Avantage service. Et balle de match encore. Bah oui. Ah. Merci Thibaut. Bon, C'est ça, pas là, mal, Riolo. C'est pas mal, il y a longtemps que t'as pas joué, ça se voit, mais c'est pas mal. Ah ouais, ça se voit. Ouais, ouais. Vous faites encore du tennis? C'est un ringard en fait. La Comment mode, c'est ça? le paddle maintenant. Le quoi? Le paddle. Oui, le paddle, c'est très bien le paddle, mais quand je serai vieux alors. Ah, c'est un sport de vieux? Oui, enfin, tu vois, c'est un peu c'est soit ceux qui ont oublié comment on joue au tennis, soit ceux qui n'ont plus la condition physique, soit ceux qui veulent se faire un petit shoot d'adrénaline parce que c'est très intense physiquement, Ouais, c'est d'un seul coup ouais. comme ça, tu vois. Mais non, c'est pas encore pour moi, non. J'ai beaucoup d'amis qui se sont mis, mais j'ai vraiment pas du tout cette envie-là encore. Ouais, le tennis, Dans 10 ans peut-être, tu vois, quand je serai à la retraite, tout ça, c'est bien. tennis, c'est votre passion. Ouais. Ouais, depuis en même temps que le foot en fait. Ah ouais. Oui, oui. Je pense que j'ai quand même joué au foot avant. Parce que le tennis, je dois découvrir ça, tu vois, un peu la démocratisation du tennis, un peu grand public, début des années 80. Ouais, Voilà. ouais. Personne ne m'expliquait les règles parce que alors, chez moi, personne ne connaissait le tennis. Ouais. Le truc avec les rectangles et les diagonales au service, Et compter les points. nous, on n'était que foot dans la famille, partout. Et tennis, bah oui, ça commençait à passer, Roland Garros, machin. Voilà, j'y suis venu tout seul, j'ai commencé à jouer sur les parkings. Ouais. Parce que Contre un mur. Parce qu'à l'époque, même encore maintenant, hein, mais à l'époque, jouer dans les clubs, c'était cher. C'était cher et le foot, c'était. C'est vrai que c'est un sport plutôt bourgeois, le tennis. Oui. Ouais. Oui, et d'ailleurs, tous ceux qui disent oui, c'est pas. Ok, ça a changé, oui, ça s'est démocratisé dans le sens où plus de gens jouent qu'au début des années 80. Mais oui, ça reste cher. Une licence dans un club, c'est cher. Tu dois acheter des balles régulièrement. Tu dois changer tes cordages. Oui, bien sûr. Faut pas se mentir. Il y a une petite forme de revanche en se disant, allez, je viens d'un milieu où on n'en faisait pas, maintenant je fais du tennis, quoi. Et je peux. Oh, On le pense pas, mais peut-être que. Non, vraiment, zéro revanche. C'est juste que ça m'a plu, quoi. Ouais. Ça m'a plu tout de suite. Et ok, je pouvais pas aller dans un club. Je jouais, mais j'ai fait des trucs avec les potes quand on avait 10, 12 ans. On jouait sur des parkings, on traçait les lignes avec de la craie ou avec des boules de terre marron. Ouais. Je me souviens de parties sur les parkings, les tabourets de la maison et les balais pour faire le filet. Ouais. On enfilait les t-shirts. Et j'ai joué comme ça pendant des années. Et
je pense que j'étais grand, hein, la première fois que je me suis inscrit dans un club, je pense que j'étais grand, vraiment, quoi. Mais c'était la folie début des années 80, le tennis, quoi, tu vois. J'avais beau... Noix, quoi. Le foot, en fait, j'ai l'impression que c'était destiné, c'était un peu ma vie, je regardais que ça, mon père, on regardait ensemble, la famille en Italie, c'était le foot. Mais le tennis, je sais pas, il y a un côté, je sais pas, évidemment, c'était Noah, quoi, tu vois. Noah, c'est devenu une idole, on regardait. Il y a une génération dingue en France, en plus, à ce moment-là. Ouais, enfin, c'est surtout Noah, quoi. Le compte, il arrive, ouais. mais c'est Noah qui focalise toute l'attention. On était comme des dingues avec les matchs de Noah. Et après, il n'y a pas grand-chose d'autre qui passait à la télé, mais il y avait ce truc-là, et voilà, quoi. Vous êtes quel genre de joueur? Parce que moi, je vous ai laissé gagner pour pas vous énerver. Je suis sûr que vous cassez des raquettes. Non, Thibaut, je veux bien qu'on fasse 2-3 blagues, mais quand même. Je suis quel genre de joueur? Un peu laborieux, quoi. Ouais. N'ayant pas pris, j'ai Ouais. pas pris de cours, j'ai jamais pris de leçons. Allez si, mais récemment quoi, genre vieux. Ouais. J'ai dû prendre 2-3 fois des leçons, mais sinon j'ai appris tout seul. Donc vous n'êtes pas énervé sur le terrain? Si, Ah si. j'ai du mal, ouais, j'ai du mal à garder mon calme. Ça fait combien de raquettes cette saison déjà? Non, ça j'ai arrêté ça en revanche. Ah ouais. Ah ça cette mais connerie. il y a une période. Ah non, oui, il y a une période où je pouvais en casser et tout, mais ça c'est tellement bête, quoi. Après tu te sens tellement minable quand tu rentres chez toi, ça suffit, c'est stupide. C'est stupide, mais c'est un sport qui fracasse la tête. Et pour l'avoir ensuite, j'en ai commenté. Au début, dans ma carrière, il y a eu beaucoup de tennis avant de faire le foot. Et ça me plaisait tellement que j'ai voulu que mes enfants en fassent. Et j'avais un petit peu le fantasme que l'un des deux en fasse vraiment quelque chose. Et parce que moi, pendant 10 ans, j'ai plus du tout joué, de façon assez inexplicable. Je ne sais pas trop pourquoi, d'un coup, comme ça. Toutes les années 2000, je ne jouais plus. Même à l'époque où j'ai couvert le circuit en tant que journaliste, je ne jouais pas, je regardais, j'adorais ça, mais je ne jouais plus. Et quand mes enfants ont eu 3-4 ans, je les ai mis au tennis avec un espèce de petit rêve. Allez-y, soyez forts. Papa réalise mes rêves. Ah ouais, exactement. Exactement, c'était ça. C'est ça. Je pensais que ce serait ma fille. Je sais pas pourquoi je m'étais mis plus tennis féminin. Et elle a joué, elle a bien joué, mais à 10 ans, elle a arrêté. En revanche, les filles, c'est dur. Hein. Il faut être là très jeune, très tôt, très investi. De toute façon, pour les sportifs de haut niveau, c'est le cas. De toute façon, c'est très jeune, c'est très investi, c'est à fond, c'est les familles, on devient fou, on ne fait que ça. Et en fait, c'est mon fils qui a joué. Il est d'une très belle génération, mais la tête n'a pas suivi. Mais il était fort, il avait beaucoup de talent, quoi. Il a arrêté cette année, il a 16 ans. Il est encore en horaire aménagé, sport-études, tout ça. Mais cette année, il a bien compris qu'on switchait études. Dans le sport-études, finalement. Mais bon, tu vois, il me met 6-0, 6-0, je vois pas la balle, quoi. Là, tu me dis, on va jouer, je dis, ah oui, pourquoi faire, en fait? Je rentre, j'enlève même pas le t-shirt. Je vais pas transpirer, je la touche pas, la balle. Bon, il est pas sympa, il pourrait faire jouer son vieux père tranquille. Non. Honnêtement, je pense que... Il a tellement morflé petit avec les entraînements, les tournois, l'exigence et tout, qu'il s'en fout de me foutre des raclés. Je te jure, allez, il dit. On ramasse les balles, je me venge un peu de ce que j'ai subi quand j'étais môme. C'est à nous tout ça? Non, laisse les balles, elles sont mortes, Thibaut, les balles. Ah ouais? Ouais. Vous avez pleuré mardi soir ou pas? Mardi soir? Pourquoi qu'il y avait mardi soir? Et Nadal? Ah oui, oh là là, oui, mardi soir, oui, bien sûr. Ah oui, c'était vraiment notre... je dis notre parce que le tennis, nous, c'est un peu raisonnement, famille, tu vois. Ouais. Parce que ma femme adore le tennis, ma fille, et puis mon fils, évidemment, et on est tous nadaliens. Mais tu sais pas... Nadalien. Mais pas les nadaliens bêtes, genre, on est pour Nadal, alors on n'aime pas Federer, machin. Non, moi j'aimais les deux, moi j'aime le tennis, j'aime tous les joueurs, j'aime pas, tu vois... Non, mais c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'on peut admettre que l'autre est un champion et on préfère rien. Oui, ça absolument. Pourquoi Nadal? Roland Garros? Ou il y a autre chose, il y a un style de jeu, il y a une... Ça n'a pas été toujours évident, non, Nadal. Franchement, je pense qu'au début, Federer était... Non, mais moi j'aimais bien également Federer, mais Nadal, je sais pas, il y avait un côté... peut-être, alors je sais pas, on va faire une psy-tennis improvisée. Peut-être que quand t'as pas de talent, alors Nadal a énormément de talent, mais quand t'as pas la grâce de Federer pour aller au filet, pour faire des beaux coups et tout, bah peut-être que tu te dis, t'as l'autre, il a l'air de beaucoup plus bosser, il court, il se bat, bah tiens, vas-y, tu vas faire pareil, quoi, tu vois. Peut-être que voilà, et peut-être que les mecs qui ont un peu une belle main, une belle volée et tout, c'est peut-être pour ça qu'ils préfèrent Federer, j'en sais rien. Moi j'aimais bien les deux. Et vous ne mettez pas Djokovic dans l'eau?
Djoko, c'est un champion hors norme, Ouais, mais je l'aime pas. Voilà, j'aime pas ce qu'il est, j'aime pas cette espèce de course frénétique à l'amour qu'il a, à sans arrêt sembler vouloir dire aimez-moi, 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 en faire des tonnes, à faire des simagrées, des sketchs. En fait, Djoko, en plus, le pire, c'est qu'au début, vraiment, je l'aimais beaucoup. Parce qu'il avait ce côté bad boy, je suis le troisième homme, je suis bad boy. Et quand il a muté en vous voulez pas m'aimer un peu moi aussi? Alors là, il m'a saoulé là, à vouloir absolument se faire aimer comme les deux autres. Alors que s'il était resté un peu le bad boy, machin, vous m'aimez pas, je m'en fous, je pense que j'aurais continué à l'apprécier. Mais quand il a commencé ses simagrées, tout ça, là, il m'a pas plu. Mais c'est le meilleur, hein, c'est le meilleur. Hein. Et le tennisman de votre enfance, c'est Noah? Ou il y en a d'autres? Noah, c'était mon idole. Et puis après, après les autres, j'aimais bien. Ouais, Noah, ouais. Et alors, même quand on est journaliste, on n'a pas envie d'être groupie, mais quand on voit un type comme ça qu'on a admiré toute sa vie, est-ce qu'on prend quand même une photo? Je me souviens pas à quel âge c'était et tout. Non, ce truc-là, ce truc-là de pas vouloir rencontrer, je l'ai eu une seule fois, c'était avec Platini. Ah ouais. Platini, c'était impossible. Parce que j'avais eu 1000 occasions quand j'ai commencé à suivre le foot de le rencontrer. Ouais. Et il y avait comme une espèce de refus en moi. On va changer ou pas? Ouais, on y va. Il y avait une sorte de refus en moi de le rencontrer, de genre on sait jamais, si jamais il n'était pas sympa, machin, tout ça. Quoi. Ouais, pas être déçu. Mais j'ai attendu, mais je sais pas, la première fois que j'ai vu Platini, mais c'est genre récemment, tu vois. C'est fou. Alors que j'avais 1000 occasions dans mon métier de le rencontrer avant. C'est incroyable. Oui, mais la peur d'être déçu. Finalement, un sportif, c'est comme un écrivain. Mais c'est vraiment le seul où j'avais gardé ce côté fan, tu vois. Après les autres, bon, forcément, quand tu fais ce métier, tu es obligé. Si tu désacralises pas, c'est fini, quoi. Tu vas pas rester groupie ou fan toute ta vie, quoi. Tu vois. Donc, tu es un petit peu obligé de désacraliser. Parce qu'on vous connaît foot, moins tennis, c'est là que vous avez commencé, tennis, en tant que commentateur de tennis. En tant que journaliste. Oui, enfin, en tant que journaliste, j'ai fait d'abord 6 mois après l'école sur une chaîne culture, donc c'était plutôt cinéma, parce que c'était mon autre grande passion. En fait, j'ai eu vachement de bol, c'est que j'ai vraiment pu faire vraiment ce que j'aimais en lien avec mes passions, quoi. Donc, au bout de 6 mois, que je me retrouve à regarder des films et aller au festival de Cannes et tout, c'est même pas que j'étais en transe, quoi. C'est d'un coup, je devenais chanceux, quoi, tu vois. Et après le tennis, non, parce que j'avais intégré une rédaction à Sport OFM. Et j'ai commencé, j'ai peut-être commenté un match de foot, et puis le mec qui suivait le tennis s'est barré de la rédaction, et le patron cherchait un remplaçant. Oui, on était deux, il nous a testé, un sur un tournoi, moi c'était Lyon et l'autre c'était Toulouse. Et à la fin, il a dit, écoute, c'est toi qui vas faire le tennis. Et il m'a dit, j'ai dit, c'est super. Et on devait être en novembre, et il me dit, janvier, tu pars en Australie. Pour l'Open d'Australie. J'ai dit, je pars où? J'ai dit, tu pars en Australie. Et c'était lancé. Et là, j'ai vécu, ça a été 2 ans absolument dément. T'avais l'impression que t'étais tout le temps là où il faisait beau, et que dans des beaux endroits. Suivre le tennis, mais c'est un truc de fou de suivre le tennis. Ils sont toujours là où il faut, quoi, les mecs. Les journalistes tennis, ils se gaffent, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, je sais pas si tu fais pas beaucoup d'actu, quoi. Tu suis le circuit, il y a une espèce de vase clos, forcément tu deviens un peu proche des joueurs. C'est un journalisme qui est un peu différent, je trouve. Il n'y a pas réellement de débat, il n'y a pas de discussion. Alors qu'il pourrait y en avoir. Qui a gagné le match, c'est il pourrait y en avoir, mais je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de discussion autour de ça. Est-ce que le journaliste sportif est un type qui voulait être champion et qui n'a pas réussi? Non. Bon, non. Ça, c'est des conneries, ça. Moi, je crois pas que c'est une connerie. Je trouve que c'est pas si grave. Mais c'est pas mal. Ah non, mais moi, j'ai pas dit que c'était grave. Mais j'ai dit que c'était pas mon cas. Oui, c'est comme l'infirmier qui voulait être médecin et qui, voilà, c'est un métier de passion. L'infirmier qui voulait être médecin, ça veut dire qu'il a raté les diplômes. Moi, j'ai pas tenté d'être joueur de foot, à part à 6 ans, où j'ai dit à mon papa, évidemment, comme plein de gamins, tu dis footballeur passionné. Non, journaliste dans le foot, oui, ça, à 8-9 ans, j'ai commencé à le dire. Ouais. Quand je lisais 11 ou les magazines comme ça, et que je regardais les matchs à la télé, je me disais que commenter les matchs de foot, ça devait être bien. Ouais. Ça, oui. Mais joueur pro de quoi que ce soit, non. Je sais pas, peut-être j'étais lucide pour me rendre compte que c'était pas fait pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a une question, j'imagine que vous devez y répondre, mais quand vous parlez de foot, on doit vous dire, mais tu connais pas, t'as pas goûté, toi. Tu sais pas ce que c'est d'être sur un terrain, tu sais pas ce que c'est d'être au bord d'un terrain.
toute façon, ce truc-là, tu l'entends depuis le début. Bah, alors donc, le journaliste politique, il n'existe pas. Le journaliste éco, il n'existe pas parce qu'il n'a pas dirigé d'entreprise. Le journaliste cinéma, il n'existe pas parce qu'il n'a pas réalisé de film. Enfin, personne n'existe en fait. C'est comme si le travail ne voulait rien dire. Parce que quand tu es journaliste, logiquement, tu travailles. Ça veut dire que tu vas remplacer la pratique par un apprentissage que tu vas nourrir de discussions que tu vas avoir avec les acteurs qui vont t'expliquer. Tu es quand même en état de comprendre les émotions. Alors après, si tu ne rencontres jamais personne, si tu ne parles pas avec les entraîneurs dans ta vie, jamais, si tu ne parles pas avec les joueurs, si tu n'es pas au contact du milieu, là, effectivement, si tu viens, tu te mets autour d'une table et tu dis la performance de tel joueur, je la trouve. Hein. Si t'as pas le contexte, si t'as pas les informations, si t'as pas le travail, ça, je comprends pas comment tu peux le faire. Le footballeur qui rate une frappe et voulait incendier parce qu'il a mais Riolo, il a pas joué devant 80 000 personnes avec un stade qui se met à gronder au moment où j'arrive devant. Ok Thibaut, alors dans ce cas-là, je sais plus qui est-ce qui me disait ça. Il me dit donc, toi tu prends l'exemple du mec entrée de surface, il met une frappe, il la met en tribune. C'est incroyable, comment il peut rater ça et tout. Je te fais. Entrée de surface, la frappe, lucarne. Mais quel but fantastique! Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais qu'il est fantastique? T'as déjà joué, tu sais que c'est facile à faire, tu sais que c'est compliqué à faire. Enfin, tu sais, qui t'es pour dire du mal? Mais qui t'es pour dire du bien? Donc en fait, dans les deux cas, t'es coincé. Et puis de la même façon, à chaque fois qu'on me faisait ce reproche, je disais bon, ok, souvent c'était quelques engueulades avec des consultants quand on faisait les émissions sur RMC et notamment l'after. Le mec qui te dit ouais, t'as pas joué, machin. Ah, ok, d'accord. Alors, on va s'arrêter 2 secondes parce que dans un instant, on va parler Ligue des Champions. Et je crois que toi, palmarès Ligue des Champions, t'as pas fait. Donc, tu vas pas pouvoir en parler parce que tu connais pas. Toi, t'as beaucoup été en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Donc voilà, le mec est coincé. Donc en fait, c'est sans fin. À chaque fois qu'un mec veut s'exprimer, tu dois regarder le CV. Non. Au bout d'un moment, soit t'as travaillé, t'as rencontré les gens, tu sais. Après, la limite, c'est le mec qui a jamais de sa vie était sur un terrain, même en amateur, qui n'a pas vu ce que c'était, ressenti l'émotion de la compétition, le mal de ventre, le stress, qu'est-ce que c'est de mettre une frappe, qu'est-ce que c'est de faire un plat du pied en extérieur, la position du corps qu'il faut avoir pour faire tel et tel geste, ça j'ai du mal à comprendre en revanche. Mais si tu sais les faire, sauf qu'un mec les fait 3 fois mieux que toi, 10 fois mieux que toi, machin. Ok, mais tu as le geste. Tu as le geste. Sinon, c'est compliqué. Je pousse le raisonnement un peu plus loin, après on se change et on y va, mais vous n'avez pas joué devant 80 000 personnes, vous ne gagnez pas non plus 1 million d'euros par mois. Est-ce que ça aussi, c'est une question qu'on se pose? Comment je me mets à la place d'un type qui a une vie hors sol d'une certaine manière? Il faut le comprendre ça aussi, parce que ça fait partie de sa performance, ça fait partie de ce qu'il va rendre sur le terrain. Et ça, c'est difficile. C'est souvent ce qui peut occasionner chez lui une déconnexion. Ça aussi, ça compte. Ou un éloignement par rapport au public, par rapport à l'exigence du terrain, et c'est là que tu vois le vrai champion. Mais ça tu l'analyses parce que tu le sais. Et puis, tu sais, nous, moi, comme je dis souvent, avant d'arriver le soir et de beaucoup parler, puisqu'on dit que je parle beaucoup, et c'est vrai que je parle beaucoup, la journée, j'écoute beaucoup. On me parle, on me raconte, on me dit, j'échange beaucoup avec forcément des acteurs du foot qui racontent des choses. C'est sûr que si t'es en lien avec personne, tu parles avec personne, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment était l'entraîneur, t'as pas d'informations et tout, c'est plus compliqué. Tu peux le faire, mais je pense que c'est plus compliqué quand même. Je pense que c'est plus compliqué. Bon, allez, on se change et on y va. Je vous ai pas présenté Riyad, hein, mais c'est le seul qui bosse ce soir. J'ai l'impression, moi je pense que le foot c'est la chose la plus importante du monde. Vraiment? Je pense que je vais n'importe où dans le monde, on parle de foot. Je sais pas si c'est la chose la plus importante du monde, que ce soit la chose la plus populaire au monde, c'est possible. Ouais, mais ça véhicule tellement d'argent, tellement de bonheur, de joie, de déception, c'est incroyable. Et moi, écoute, parfois je me dis que c'est trop important dans la vie de certaines personnes parce que tu as critiqué un club ou tu as critiqué un joueur, ça engendre ces violences sur les réseaux où le mec vient te dire « Ouais, il y en a marre que tu parles comme ça de mon club, si je te croise, machin. » Je dis « Putain, et tu sais que tu es tranquille, tu peux changer de radio, tu peux zapper, t'étais pas obligé d'écouter s'il y a un problème quand on critique ton club. » Il y a une espèce de… Je sais pas, tu vois, c'est… Des fois, je dis que c'est comparable, tu sais, le clubisme ou le supporterisme ou la folie, la passion que ça peut engendrer. Parfois, ça ressemble aux militants politiques, tu sais, où le patron de ton parti
il est accusé de toutes les malversations, mais c'est pas grave. On te dit, ouais, mais l'autre, il a fait pareil. Bon, bah ok, bah, l'autre, il a fait pareil. Alors, tu sais, les militants que tu vois là dans les meetings aux États-Unis de Trump, d'Harris ou chez nous dans les meetings. Ça, ce genre de truc-là, oh là là là. Ces folies-là, moi, j'ai du mal. Vous posez le sac, ouais, Daniel, je pose le sac. Après, on vous embarque dans notre voiture. Bah oui, oui, oui. Ah mais quand je dis que c'est la chose la plus importante du monde, moi je pense que c'est une chose majeure et que en ce moment ça va mal. Je trouve que ça va mal. Bah, je trouve que le foot va mal de manière générale. Je trouve que les gens s'en désintéressent un peu. Ah oui, non. Le foot, ça, qui est aujourd'hui le sport le plus populaire du monde, le plus populaire en France, pourrait ne plus le rester à 50 ans. Oui, c'est possible. C'est possible. On est arrivé à une sorte de point de rupture où, de toute façon, ce qu'on appelle les décideurs, les dirigeants dans les instances qui se posent des questions sur la façon dont on regarde le foot aujourd'hui, qu'un jeune, et pour le tennis c'est la même, hein, que tu ne puisses pas rester pendant 90 minutes, que tu sois obligé de faire autre chose, que tu aies une consommation différente du produit, ça c'est une réalité. Qu'on essaye d'inventer des compétitions parallèles avec le penalty en courant du milieu de terrain, ou qu'on ait plein de variations autour du foot, futsal, foot ceci, foot cela. Oui, c'est possible, d'ailleurs, comme le tennis, paddle, pickball, tous ces machins. On a l'impression que les sports, s'ils n'ont pas plein de petits enfants, de variables à côté, ça peut pas fonctionner, quoi. On a l'impression que tous les sports ont besoin. Parce qu'on regarde le rugby. On va faire le rugby à 7 parce que c'est plus dynamique. On a l'impression qu'aujourd'hui, si tu te poses 10 minutes, tu vas crever, quoi. Tu ne peux pas te poser 10 minutes. Ça devient super grave. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit à 2000 à l'heure en permanence. Les mômes, ils ne se repassent que les actions des dribbles et les frappes. Le côté tactique. Tu sais, la NBA a un peu apporté ce truc-là. Moi, mon fils, il adore le basket. Ouais. C'est des sports de séquence, des sports américains. NBA. Ouais. Et j'ai un pote qu'on verra peut-être tout à l'heure qui a joué à très haut niveau et qui, en tant que fan de basket, il connaît évidemment très bien la NBA, il connaît également l'Euroleague. Quand il parle avec mon fils, moi je parle pas basket parce que c'est un sport que je connais pas trop, donc j'écoute. Mon fils, il connaît les mecs de NBA, il est fort, il en parle. Ils ne peuvent pas discuter. Quand mon pote essaye de lui expliquer que l'Euroleague c'est tactique, il y a des règles qui sont différentes, hein, lui il dit non, moi je m'ennuie. Lui, il veut les one-to-one et le dunk et le machin, le truc, et je t'ai postérisé, et je t'ai ceci et je t'ai cela, machin. Oui, c'est ça. Et je comprends pas bien. C'est-à-dire que oui, un sport a besoin d'être spectaculaire, un sport qui se réinvente pas, c'est un sport qui meurt. Ouais, mais tu peux pas uniquement basé sur le spectacle. Comment tu fais pour entretenir un spectacle permanent? Le sport, c'est aussi une réflexion sur la tactique, c'est aussi des temps morts, c'est des séquences de jeu, c'est l'appréciation. Alors dans ces cas-là, le mec qui regarde la Coupe du Monde 82, tu vois, au bout de 10 minutes, il s'endort dans ce canapé parce qu'il va dire oh, ça va à 2 à l'heure, c'est mort et tout. Bah oui, c'était mort. Bah alors donc nous, on était quoi? On était des pauvres cons à l'époque quand on était en transe devant les matchs de cette Coupe du Monde. On a l'impression que cette course à l'accélération, c'est où la fin en fait? On accélère jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu es sur le bouton accélération? Jusqu'à ce que les matchs ils durent 10 minutes? Et puis on tire que des pénaux? Où on fait, je sais pas, je vois pas la limite en fait à cette réflexion-là. Si tout doit être sans arrêt dynamique, tout ne doit être que des moments spectaculaires, que des instants, et que tu n'as pas tout ce qu'il y a autour. Comment on va faire? C'est exactement la même réflexion en politique. Si tout ne doit être que phrases de punchline, que tu n'as plus de réflexion, que tu dois uniquement briller sur X, sur la façon dont tu vas commenter un événement. Mais c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de cette histoire de l'accélération permanente de tout, de la phrase, de machin. Moi, je fais que ça, me battre avec les réseaux parce que on ne fait qu'extraire des bouts et puis quoi que tu dises, ça n'a plus d'importance. C'est le bout qui va rester. C'est le bout et si ce bout-là, tu as eu le malheur de ne pas utiliser le bon mot et tout, mais il va te poursuivre tout le temps. Et si après, tu reviens le lendemain, tu dis mais ce que je voulais dire là, c'est mort, c'est fini. Donc à un moment, ça va dénaturer tout notre propos. Et là, arrive le moment où, quand c'est des journées où je vais moins bien, c'est dépression, je dis bon, ça se termine quand? J'en ai encore pourquoi 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans? Parce que ça devient usant, quoi. C'est plus possible. Et si pour le foot, c'est ça, mais c'est quoi pour les autres, pour la politique, pour les trucs graves?
Bon, revenir à ce que tu disais sur le foot, qui est la chose la plus importante. Moi, il me semble qu'il y a des choses plus importantes que le foot. Et pourtant, Dieu sait que j'adore ça et que j'en vis depuis des années et que c'est ma Daniel, passion. je voulais pas vous énerver d'entrée de jeu. Faut pas vous mettre dans cet état. Ouais. Allez, on y va. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est que... Faut mettre la ceinture ou pas? Ouais, bien sûr. Voilà. Ah, parce que j'ai pas l'habitude de me mettre derrière. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vision, et c'est pour ça que c'est votre succès, c'est une vision un peu différente du foot dans son analyse. Et vous l'intégrez, vous le pensez dans une société globale, le foot. Ah oui, toujours, mais ça, de toute façon, c'était... comment dire? Je crois qu'au début, quand on commence l'émission... L'after. Ouais, donc on est au milieu des années 2000, enfin on est en 2006 précisément, et les premières fois où on en parle, nous, c'est au début des années 2000. Et il y a un mouvement en France où, justement, depuis la Coupe du Monde 98, il y a de plus en plus de gens qui se sont intéressés au foot. On n'est plus en train de parler à des spécialistes qui aiment le foot, mais le grand public s'y met. Les artistes, les politiques, tous ceux qui méprisaient un petit peu le foot commencent à s'y intéresser. Et ça devient tout simplement un objet social, quoi. C'est quelque chose plus qui intègre notre société, qui Pourquoi en gros, dans les années 80, c'est un jeu, c'est un sport, c'est un divertissement. C'est juste du foot. Les intellectuels méprisent ce sport, les classes sociales supérieures trouvent que c'est un sport de beauf. Bah voilà, ça j'apprends rien à personne. On sait comment c'était dans ces années-là en France, alors que c'était probablement différent en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans ce qu'on appelait à l'époque les vrais pays de foot, parce qu'on vivait avec ce complexe, nous en France, de ne pas être un vrai pays de foot, parce que t'en parlais, c'était la honte, et puis tu pouvais pas... Dans les dîners, on parle pas de foot. Voilà, puis c'était pas pop culture, quoi. C'était pas une culture assez populaire, quoi, tu vois. Ça a changé, et nous, très vite, on s'était dit, quand on avait cette idée avec Gilbert, avec d'autres potes, de dire, si on fait une émission de foot, il faut qu'on parle de tout ce qu'il y a autour. Le foot, ça n'est pas que 11 mecs contre 11 mecs qui courent après un ballon sur un terrain. Mais ça peut pas être ça. Il y a des gens qui sont en tribune, les gens qui sont en tribune, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui dirigent les clubs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, les gens qui viennent au stade, ceux qui sont spectateurs, ceux qui sont supporters, qui n'ont pas les mêmes envies, qui mettent des réflexes identitaires parfois dedans, des réflexes sociaux, sociétaux. Enfin, il y avait plein de choses à analyser. Et les premières fois qu'on a parlé de cette idée ou qu'on en parlait, oh là là, voilà, je me souviens la première fois que j'en parle, je pense que ça doit être quand il y a la fusion entre TPS et Canal, et que donc on est forcément repris par Canal, et que... Parce que vous travaillez à l'époque à TPS. Et que donc je dis, bon, je vais intégrer la rédac de Canal, et je me dis, bon, c'est peut-être le moment d'aller reparler de cette émission qu'on a envie de faire depuis longtemps. Alors, on m'a dit, mais ce que vous racontez, là, on en a rien à foutre en vrai. Nous, c'est uniquement ce qui se passe sur le rectangle vert qui nous intéresse. Ce qu'il y a autour et tout, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça intéresse personne. Et il dit, allez dans la rédac derrière. Dans la rédac derrière, il y avait tous les mecs de Canal que tu connais, je vais pas te citer d'ailleurs. Il dit, ils en ont rien à foutre, eux. Dans ma tête, je me suis dit, putain, si lui, il pense ça de ces journalistes de la rédac, il les prend vraiment pour des teubés. Donc, j'ai pas envie d'être dans cette rédac et je suis pas allé. Et on a gardé notre idée et elle a vu le jour pas longtemps après sur RMC parce qu'on nous a fait confiance et on a eu beaucoup de chance d'ailleurs. On nous a fait confiance. Est-ce que je force le trait si je dis que quand, typiquement on parlait du joueur qui rate sa frappe à l'entrée de la surface, ou si par exemple il fait une passe plutôt que de tirer, ou l'inverse, presque il y a une analyse, évidemment il y a son talent, son entraînement, sa forme physique, mais il y a ce qu'il a vécu, l'endroit où il a grandi, la société dans laquelle il a grandi. Ça on raconte pas à chaque fois quand même. Non mais est-ce que c'est pas le CV et l'histoire du mec quand il fait une frappe. Évidemment, mais si le mec il fait la passe ou s'il frappe, je pense que ça dit quelque chose de là où il vient, de ce la façon dont il a appris le foot. Est-ce qu'il a joué, est-ce qu'il a pratiqué, il est venu au foot par le biais d'un football de rue ou un football d'académie, plus pensé, plus réfléchi. Bien sûr que oui, non, mais c'est vrai, tu as raison. Même le fait de frapper, à quel moment tu frappes, à quel moment tu donnes le ballon, ça dit aussi de l'apprentissage que tu as reçu. Ouais, c'est vrai, ça va. Tu as raison. Vous venez d'où, Daniel? De près ou de loin? C'est quoi? C'est la question, il faut remonter jusqu'où quand tu demandes à quelqu'un tu viens d'où? D'abord. Ah, où j'ai grandi, Rissorangis, jusqu'à 27 ans. Rissorangis, c'est 23 km de Paris. Essonne. Pour moi qui suis un provincial, vous êtes un parigo, mais quand vous êtes un banlieusard, vous n'êtes pas parisien. T'es pas parigo. Quand t'es banlieusard, t'es pas parisien. Et tu vis avec l'idée...
Ah, moi, je vivais avec l'idée, mais tous ne vivaient pas autour de moi, dans les potes qu'on avait, gamins et tout. Tous ne vivaient pas avec l'idée qu'ils voulaient être à Paris, que c'est à Paris qu'il fallait être. Alors que moi, très tôt, j'avais cette idée. Mais 27 ans, c'est tard pour 25 Oui, alors km. ça, c'est... Alors... J'ai commencé à y venir à 18 ans, Ouais, quand j'ai eu le d'accord. permis, on avait la bagnole, on avait le droit de sortir. Mais oui, vous avez pas passé le périph' pour la première fois à 27 ans, quoi. non. Ouais. Je suis resté très longtemps chez mes parents. Alors, ça s'explique par le reste de la question, d'où tu viens, mais culturellement. Ouais, et alors? Et d'où je viens culturellement, et mes origines, ouais, on s'en va de la maison très très tard. On reste très attaché à la famille longtemps. Ouais. Italien? Des Ouais. Italiens. Sicilien. Ah, Ouais. sicilien. Ouais, Ah, vous on part, précisez. Bon, quand on part dans la maison, Ouais. c'est pas pour. On part pas comme ça, quoi. Tant qu'on peut rester, les parents, ça va pas. Mes parents, ça les embêtait pas. Ils ont tout le temps tout fait pour que je parte dans les meilleures conditions quand je suis parti. Eux sont arrivés en France. Eux sont nés en Italie? Oui, bien Et donc, sûr. c'est eux qui sont arrivés en France. Absolument. Oui. Et vous êtes né en France. Oui, moi je suis né à Rissorangis. Et cette banlieue et cette éducation, elle ressemble à quoi? De tous les souvenirs que j'ai, enfance très heureuse, Ouais. des années 70, tu sais, les fameuses années où tu as l'impression que la société française était apaisée, que tu n'avais pas les conflits et les ruptures que tu as aujourd'hui, et que tout le monde se mélange sans réellement qu'on sache qui t'es, d'où tu viens. Alors, je vais pas tout idéaliser. Oui, il y avait les copains qui étaient un peu plus riches, il y avait ceux qui étaient un peu plus pauvres, il y avait ceux qui habitaient les HLM, il y avait ceux qui habitaient les pavillons. Évidemment, il y avait des marqueurs sociaux, bien sûr. Mais quand on se retrouvait à l'école ou au terrain de foot, j'avais pas l'impression. Quand je vois comment mes enfants ont grandi, en revanche, moi, je trouve que nous, on grandissait en étant beaucoup plus ouverts. Je trouve qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus enfermés dans leurs écoles, dans leurs petits clubs, leur quartier. Exactement. Et exactement. Il y avait cette question de l'assimilation, de l'intégration pour vos parents, ou ça s'est fait très naturellement? Ils sont devenus français? Ou non, ils restent au fond d'eux italiens? Et ben alors, ils ne sont jamais devenus français. Ouais. Ils n'ont jamais fait même la demande des papiers français. Ah ouais. Moi, oui, quand j'ai eu 18 ans, forcément, il fallait bien quand même que... eux, non, mais pas par... je sais pas, je pense qu'ils se disaient, de toute façon, c'est pas... Ils voyaient pas vraiment l'utilité, quoi. Après, beaucoup de gens leur ont dit, ouais, mais pour voter, machin, parce que finalement, ils ont fait quasiment toute leur vie ici. Hein. Ils sont partis, ils avaient la vingtaine quand ils sont partis. Hein. Visiblement, que je sache, ça les a jamais bottés plus que ça, de participer à la vie citoyenne. Non, donc... Et vous, moi, de mon point de vue, ils sont parfaitement intégrés. Ils ont travaillé, bien sûr. ils ont participé à la vie du pays dans ce qu'ils ont pu apporter. Et moi, évidemment, moi, je suis un enfant français, enfant d'immigrés de première génération, des parents qui sont arrivés avec rien. Donc, oui, moi, l'éducation, c'était évidemment que tu remercies le pays d'accueil pour tout ce qu'il t'a donné. Mais mes parents, ils remercient aussi, mais ils n'ont jamais voulu devenir français. Comme ça, ils sont restés italiens. Et voilà, quoi. C'est comme ça. Et après, ce qui est de l'intégration, l'assimilation, je pense qu'il n'y a pas un enfant d'immigré qui ne se pose pas cette question. C'est des vraies questions que tu te poses tout le temps. Je ne sais pas si tu varies dans ta vie sur ces questions, mais moi, j'ai beaucoup varié sur ces questions-là. À se sentir plus italien par certains moments. On me rend compte à 54 ans qu'au fond, l'assimilation, c'était un concept de complètement bidon. Ah bon? Ouais. Si tu veux, je t'explique. J'ai envie que vous m'expliquiez, Daniel, mais on sort d'abord. Là, je suis chez vous, presque. Oui, voilà. Par où est-ce qu'on rentre? Là. On va rentrer là par l'entrée principale. On filme pas grand-chose, hein, en tout cas pour rentrer. Oui. Attention aux mesures de sécurité, nous sommes une maison sérieuse. Hein. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur. Bonsoir. Voilà. RMC, BFM. C'est beau, non? Regarde. Ah, c'est vrai que c'est beau. Hein? Bon, vous aussi, vous avez des super beaux locaux. Le Figaro, c'est joli. Ah, c'est beau. Hein. Je suis venu il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'était beau. Ouais. On va à la rédac? Ouais, avec plaisir. Pour l'ascenseur. Allez, go. 3e étage? Oui. Comment tu sais? J'ai vu marqué sur le... Ah, d'accord. Observateur. Bravo. Alors, vous m'expliquez cette question de l'assimilation et de l'intégration et pourquoi c'est bidon?
Parce que, oui, mes parents s'intègrent. Intégration, c'est quoi? C'est tu respectes le pays dans lequel tu vis, tu en respectes les lois, tu respectes la République, et voilà. Et ça, tu le fais, bien sûr, et tout. Mais l'assimilation, ça veut dire qu'en fait, tu dois te transformer. Tu dois te transformer, en fait, je deviens toi, quoi. Ouais. Je ne suis plus moi-même, je dois devenir et être quelqu'un d'autre. Et moi, je pensais que c'était comme ça qu'on faisait. C'était comme ça, et moi, je militais pour ça. Je voulais et tout, mais au fond, comment tu fais pour complètement effacer tes racines profondes et ce que tu es? Et en grandissant, je me rendais compte, je disais, mais mes parents, ils n'ont jamais gommé leur accent. Les vacances, c'était tout le temps dans notre pays d'origine. En fait, tu peux jamais enlever tout ça. Et après, il y a eu un événement, je pense, c'est que s'assimiler dans les années 60-70, je comprends. Tu quittais le pays d'origine et tu y retournais peu parce que tu n'avais pas les moyens d'y retourner. Moi, je me souviens, nous, on y allait pour les vacances, mais c'était pas facile. Un coup, mes parents venaient pas, ils nous envoyaient nous. Mais les copains portugais que j'avais, ils partaient en bagnole, c'est des voyages interminables. Bon, enfin bon, c'était pas facile. Il n'y avait pas l'avion, tu pouvais y aller facile. Et puis, tu étais un petit peu coupé. Tu n'avais pas de vrai lien, tu n'avais pas le portable pour être sans arrêt en lien avec ta famille, avec ton pays, avec ceci, cela. Bien sûr. Quand tu as eu la possibilité d'y aller très souvent, l'avion a coûté moins cher, hop, tu revenais sur ta terre. En fait, tu rattrapais le truc. En fait, jamais tu te dénaturais complètement. À chaque fois, moi, je retournais là-bas, j'étais le français. Je venais ici, dès qu'on parlait de l'Italie, ah oui, c'est moi un peu finalement. Ça peut jamais être gommé, ça. Et en fait, j'avais été marqué par d'abord le constat que mes parents, sur toutes les années qu'ils ont passées en France, je pense qu'ils ont eu que 2 familles d'amis français. Tout le reste, c'était que des gens. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans les baraques d'immigrés, machin. C'était des Italiens. Après, tu te retrouves avec les gens, mais même pas, qui viennent du pays. Ils venaient du même village, de la même région. En fait, tu es sans arrêt en train de te rapprocher de gens qui sont comme toi, qui ont la même culture. C'est pour ça que le communautarisme, à partir du moment où tu as une immigration qui est incontrôlée, obligatoirement le communautarisme il se crée. Et les gens vont s'éloigner les uns des autres et vont rester dans leur communauté. Si tu ne contrôles pas le nombre de gens... Donc le problème est là aujourd'hui, puisque à l'époque, visiblement, ça n'en était pas un. Et aujourd'hui, il y a un souci. En tout cas, c'est... Oui, parce que le nombre fait que tu ne peux pas complètement assimiler. Et l'intégration est encore plus compliquée quand tu restes dans ta communauté. Ouais. Et peut-être que si on avait fait le voyage plus tard, peut-être que j'aurais eu moins la possibilité de devenir français. Et je voyais mes parents, ils étaient tout le temps entre eux comme ça et tout. Donc, tu sais, t'es toujours un peu déchiré. Tu vas à l'école, t'es avec tous tes potes, t'es pour l'équipe de France, t'es machin. Tu rentres à la maison, tout le monde, ça parle italien. Si les amis viennent le dimanche ou à Noël, les fêtes et tout, c'est que des gens qui parlent notre langue. Tu manges pas comme tes copains. Quand t'es invité à manger chez tes copains, tu rentres chez toi, tu dis à maman, c'est mieux comme tu fais toi que comme ils font eux. Et d'un coup, c'est comme ils font eux. Tu vois, il y a cette différence-là, tu la gommes jamais vraiment. Et il y avait un truc qui était marquant parce que dans tous les amis qu'on avait, il y en avait un qui s'était mis en tête de s'assimiler à 100%. Il s'était naturalisé, il votait et il ne voulait pas parler italien. Mon père lui parlait italien, il refusait. Il répondait en français. Il disait, moi, en plus, c'était un des premiers à être venu, il est arrivé plus tôt que tous les autres de bandes qu'on avait d'amis. Et lui, il voulait pas. Il était comme ça, lui, il répondait français. Et mon père, ça le saoulait parce qu'il disait, attends, en gros, il le disait pas, mais je sentais qu'il disait, attends, oh, mec, tu viens du même village que nous, qu'est-ce que tu fais tant... Et quand il est mort, il s'est pas fait enterrer à Paris, il s'est fait enterrer au village, en Sicile. Il a été rapatrié parce qu'il n'y avait pas de place ici, machin et tout. Et je me suis dit, putain, avoir fait tout ça, il retournait même pas là-bas, il y retournait une fois tous les 10 ans, il voulait pas, il disait que... Et ça m'avait vachement marqué ce truc-là. Je me disais, donc, tout ça, pour au final te retrouver là-bas. On est toujours rattrapé, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'histoire de l'assimilation, où tu vas demander aux gens de finalement ne plus être ce qu'ils sont vraiment. Mais, à contrario, ça ne veut pas dire que tu dois être sans arrêt en train de revendiquer.
Toi, tu dois pas être sans arrêt en train de revendiquer. Ouais, je suis. Ça, c'est par exemple ce que font les gens de la 3e génération. Ce que va faire mon fils. Ouais. Et ça, moi, ça m'énerve. Je lui dis, arrête avec ça, arrête de saouler tes potes à sans arrêt, leur dire, moi, je suis pas comme vous, moi, je suis italien, je suis machin. Je dis, ça, t'as pas à faire ça. Ça, t'as pas à faire ça, tu vois. Il est là, non. Tiens, la question, moi, la question, elle s'est posée pendant des années de savoir si j'étais plus pour la France, plus pour l'Italie. Les immigrés de ma génération étaient un peu toujours. Là, les enfants machin, non. C'est quand même. L'Italie. Avoue que c'est quand même. Ces histoires d'immigration, c'est des choses compliquées quand même. C'est des choses à chaque fois où tu as quand même des gens qui sont. Voilà, ça c'est la rédac. Comme tu vois, ça bosse. Hein. Ouais, ça. Non, ça mais là bosse. c'est normal, il n'y a plus personne parce que les émissions de la journée, Vincent et tout ça. Tu l'as vu dans l'émission Vincent Moscato? Ouais. Voilà. Ça c'est la partie Moscato, c'est là. La Sport. partie, Ça, c'est la partie sport, Roten, la partie de l'émission de Jérôme Roten, l'émission de Vincent. Et ça c'est l'after, c'est là. Ok. Voilà. Avec la une de l'équipe de la première émission. La première émission de l'after. C'était un match, c'était Milan-Lyon. Ah oui, parce que je suis supporter lyonnais, moi. Ah. et à l'époque, mon père m'a dit d'aller me coucher, j'écoutais sur la chaîne IFI tout doucement. D'accord. Bah, derrière, il y a eu l'after. Je sais, j'ai écouté jusqu'au bout. Tu veux voir un studio ou tu veux rester dans la rédaction? Ah ouais, je veux bien voir un studio. Ah, c'est pas un studio, là, on fait l'émission, ils sont en bas, hein, les studios d'émission. Après. Ouais. On va essayer d'allumer la lumière, là, parce que dans le noir, ça va être un peu. Riyad a toutes les solutions. Il y a toutes les solutions, Riyad, parce que je crois que j'ai pas trouvé le bon bouton pour la lumière, en fait. Hein. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair sur cette histoire. Très clair. Mais tu sais, le truc, c'est que plus tu vieillis, plus tu te poses cette question. Plus tu vieillis. Ça passe pas. Et ce qui est fou, c'est que jamais mes parents, au début, ils envisageaient de retourner. Mais là, tu leur dis maintenant, maintenant, vous êtes vieux, pourquoi vous voulez pas aller un peu là-bas et tout S'ils ont encore toute la famille, on a encore toute la famille là. Et ils disent non, mais d'abord parce que vous êtes là. Et si on a fait le grand voyage à l'époque et tout, c'est pas pour retourner. Tu sais, pendant des années, le fameux complexe de l'immigré quand tu retournes sur ta terre, il faut que tu montres que tu as réussi, tu arrives avec les cadeaux. Je suis pas parti pour rien. Quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un des studios. Ah, si on sait pas qu'on est chez RMC. Ouais, là, voilà, tu vois. Voilà. Là, on enregistre notamment les podcasts. L'émission de poker à laquelle je tiens beaucoup, la RMC Poker Show. On en parlera tout à l'heure, ça m'intéresse. Ouais, voilà. Et mais on fait pas l'after ici. Parfois des interviews, tout ça, mais on fait pas l'after ici. Voilà. RMC, sacrée aventure quand même. Il y a un avant et un après RMC. Dans votre vie. Bon, il y a un avant et un après. Sauf qu'avant, il y a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose du coup. Avant, avant quand même, les années Infosport, TPS, oui, si, c'était bien, mais RMC est devenu tellement important dans ma vie, cette émission, ça a été une telle aventure avec Gilbert depuis le début, ça fait quasiment 20 ans maintenant, alors déjà on se connaissait un peu avant, et maintenant ça va faire 18 ans qu'on vit quotidiennement ensemble, Gilbert, je l'ai connu avant ma femme actuelle. J'ai pas encore calculé si j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec elle, mais on doit pas être loin. Tu vois, non, c'est une aventure qui donne le sentiment qu'avant c'est vieux, qu'avant c'est une autre époque, qu'avant c'est. Mais comment ils viennent vous chercher? Avant, vous êtes un journaliste lambda qui fait un travail classique sans forcément se démarquer. Vous êtes un jeune journaliste. Écoute, parce que maintenant vous êtes un journaliste identifié avec un style Riolo. Mais avant, écoute, vous êtes déjà ça ou pas? En fait, d'abord Gilbert est déjà dans la place. Ouais. Lui, il est déjà à RMC. Cette idée d'émission, on en parle quelques fois comme ça au début des années 2000. Et puis lui, il fait sa vie. Moi, je fais ma vie à TPS, à Infosport, au début à Sport FM. Je fais le tennis, c'est génial. C'est des années absolument extraordinaires pour moi. Et puis, il y avait un patron de la rédac qui s'appelait François Pesanti à RMC. Qui pour nous a été évidemment extrêmement important, qui m'appelle la première fois pour animer une émission 100% PSG, où il y avait un décrochage local. On commentait uniquement les matchs du PSG. C'était ma première expérience à RMC, en parallèle de toutes les autres où j'étais pigiste, enfin j'étais un peu une sorte d'aventurier des médias, je bossais dans plein d'endroits différents. Et après, bon, ça s'est fini ce décrochage local, je crois qu'on n'avait pas le droit de le faire en fait légalement. Bref, voilà, ça n'a pas duré très longtemps, 6 mois. Je suis retourné
J'ai également fait Radio France pendant pas mal de temps. Ouais. J'ai fait France Info, j'ai un peu touché à toutes les radios du groupe. Et à ce moment-là, en 2006, la grille d'RMC, elle existe, mais le soir, il n'y a pas grand-chose. Et je crois, à ce moment-là, il doit y avoir soit le soir, la rediff de Brigitte Lahaie. Ah ouais, 22h. Oui, donc rien. Enfin, c'est une rediff. C'est une rediff. On mise donc, sur rien. Les grilles du soir ne sont pas hyper structurées à l'époque encore sur RMC. Et après, il y a un truc qui s'appelle Radio Moscato. Et ça, si des gens peuvent retrouver des extraits de cette émission, je t'assurerais que c'est concept. Vincent Moscato, au micro, à l'époque, personne ne sait qu'il va avoir la carrière qu'il a aujourd'hui. Un mec qui tient une émission depuis des années, qui fait des spectacles, un personnage absolument extraordinaire. Peut-être l'homme le plus drôle de France, quoi. Mais moi, il m'arrivait de tomber dessus. Mais je disais, mais il fait quoi, là, le gars là? Il parle tout seul dans un micro, une espèce de... Je sais pas, de radio libre. Un peu, on ne comprenait pas bien. Est-ce qu'il faisait des blagues, pas des blagues? Je ne sais pas du tout pourquoi il a arrêté. Ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment, ils ont dit... Gilbert a insisté auprès de François. Pour prendre la case, quoi. On fait l'émission... non, l'idée, c'est on fait l'émission après le match. D'où le nom After. Oui, mais ça, c'est pas novateur. Et au début, on a fait juste après. Mais ça, est-ce que c'est novateur? On refait le match de Sacomano, c'était ça. Pour nous, c'est... D'ailleurs, je l'ai fait quelques fois, on fait le match. Mais c'était le premier pas pour nous. On ouvrait la porte. Faites-nous faire l'après-match. Sans parler forcément du concept et de l'idée. Et on a fait un an uniquement les après-matchs. J'étais pigé, je ne venais que les soirs de match, de Coupe d'Europe ou de machin, je ne venais que les soirs de match. Et l'année d'après, en 2007, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, tu sais, c'est toujours décalé, c'est toujours septembre, octobre par là. L'automne. Et ça se termine début octobre. Ça dure une plombe. Et François dit bon, écoute, le soir, là, maintenant, on n'a plus rien, quoi. Vous voulez pas la faire tous les soirs, l'émission? Quand Gilbert est tellement tanné pour qu'on le fasse que il fallait y aller. Vas-y, banco maintenant, quoi. Et là, j'ai dit maintenant on y va, mais on va pas lâcher le truc. Hein. Et on y est allé, et en gros, on a fait comme on a voulu, quoi. Voilà. Ça devient rouge, là. Il est où le rouge ici? Qu'est-ce qui devient rouge? Quand on se met à enregistrer, quand vous vous approchez de ce micro. Ah oui? Est-ce que vous... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Me demande rien au niveau technique. C'est vrai, je ne comprends rien du tout à la technique de quoi que ce soit. Est-ce que vous vous transformez? Est-ce que vous êtes un autre mec? À la radio? Non. Je pense que la plupart des gens te diront que je suis à peu près pareil. Mais quoi, vous êtes provocateur? Vous êtes parfois... Mais moi, j'estime ne pas du tout être provocateur. Vous êtes parfois énervé? Parfois énervé, ça peut arriver. Après, parfois cassant. Non, parfois... mais c'est un personnage. Après, quand on parle à la radio, il se trouve qu'on parle de sujets chauds. Quand je suis dans la vie, quand je me lève le matin, que je prends le petit-déj, que je déjeune, que je suis en famille, mais il y a pas tout le temps. On parle pas foot et il n'y a pas des sujets chauds. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire non, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je suis très calme. Mais là, à la radio, le contexte fait que l'émission provoque un débat et le débat fait que parfois je peux m'allumer un petit peu. Mais le fond de ma personnalité n'est jamais joué, n'est jamais transformé. Ça a été dès le départ, ça a été une base de toute façon. C'était soyons sincères. De toute façon, on n'arrivera pas à faire autrement. Je me souviens qu'une fois, peut-être vers 2008-2009 par là, un soir de débat. Parce que comme on n'était pas complètement installé, tu avais toujours des gens pour nous filer plein de conseils. Et je ne sais plus qui était venu nous donner le conseil. Pour que le débat il soit bon, il y en a un qui doit faire ci et l'autre il doit faire ça. Jouer des rôles. On fait le débat le soir, on l'a fait 10 minutes, on va ressortir et ça, on ne fait plus jamais ça. Ça, on arrête tout de suite, c'est complètement nul. Parce que j'ai bien vu que tu as dit quelque chose auquel tu ne croyais pas. On a dit, on l'a tenté 10 minutes et on a dit, non, stop, on fait et il n'y a aucun problème, on a le droit d'être d'accord. On pourra être d'accord, les gars, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un point chez vous. Je pense souvent à ma mère la première fois qu'elle vous a entendu à la radio, à RMC. J'écoutais RMC, vous écoutez. Elle a dit, c'est qui celui-là? Il se prend pour un avion. Il y a une forme d'immodestie chez vous. Pour un quoi? Pour un avion. Il y a une forme d'immodestie, il y a une forme d'orgueil et c'est fascinant. Est-ce que c'est un personnage? Vous n'allez pas me dire que non. Il y a un côté, j'ai toujours raison et je sais que j'ai raison et ce que vous dites, c'est des conneries. Alors, moi, ça, je peux pas... Il faudrait que tu demandes à des gens qui me connaissent, peut-être ce soir, t'en verras, si je manque d'humilité dans la vie. Moi, je ne le crois pas. En revanche,
quand je défends une position ou quand j'ai une opinion, oui, je vais la défendre. Mais après, savoir si j'ai raison ou si j'ai pas raison, comme je dis souvent, de toute façon, on est là tous les soirs. Ouais. Donc, le temps jugera. Il se trouve, et ça plaira à ta maman, que le temps joue souvent en ma faveur. Mais ça, j'y peux rien. C'est le temps. Est-ce que vous avez C'est pas changé moi. un peu, quand même, en prenant de l'âge, en prenant de l'assurance, en s'installant? Dire bon, j'ai plus besoin d'en rajouter, j'ai plus besoin d'être, pardon, un peu un petit con. Mais j'en ai J'ai jamais. pas un petit côté petit con quand même. Mais en fait, j'en ai jamais rajouté. C'est ça le truc. Bah, est-ce que vous étiez un petit Jamais. con alors? Bah, moi, je sais pas. S'il y a des gens qui le pensent, je peux pas les empêcher de penser ça. Peut-être. Mais comment veux-tu comme moi, je te dise Je sais pas, il y a une Moi, je introspection. contrôle- mais moi, il y a je combien contrôle Ça pas. fait 20 ans que vous faites l'émission. Bref, Ouais. voilà. Une introspection, il y a un recul, il y a. Vous vous souvenez des choses que vous disiez, Non, que vous faisiez? parfois- Ouais. je m'en veux de m'énerver. Ouais. J'aimerais bien pouvoir contrôler mes emportements, pouvoir exprimer une opinion sans élever la voix, Ouais. sans, comment dire. Ah, mais après, tu sais, ces trucs-là, c'est culturel. Il faudrait peut-être que je sois anglais, tu vois, d'origine, que j'ai ce flegme pour être détaché et pouvoir poser un argument. Ah, il y a une tranquillement. italianité en vous, quoi. Une latinité en vous. Je pense, on se transforme pas par rapport à ce qu'on est. Et, tu vois, mais je dis pas ça pour me défendre. Écoute, je suis comme ça, c'est parce que, voilà, non. Bah, ça veut rien dire non plus, ça. Mais, oui, mais parfois, je me plais pas. Parfois, je me dis, mais ok, tu as peut-être raison, mais la façon dont tu l'as dit, c'est pas bien. La façon dont tu t'es énervé, c'est pas bien. La façon dont tu as parlé un tel, ça, évidemment que je vais pouvoir me le dire. Et une fois que tu te le dis, tu essayes de corriger. Des fois, tu arrives à te corriger, des fois, tu n'arrives pas à te corriger. Puis, je m'énerve pas tous les soirs. Hein. Non. Non, il faudrait faire. D'ailleurs, bon, on va pas tenir des statistiques de ça, quoi. Mais je suis pas sûr que ça arrive si souvent, finalement. Vous avez choisi, je vous provoque un peu, mais d'une certaine manière, vous avez choisi la voix, qu'on ne voit pas votre tête. Si l'émission avait été en télé, on y serait allé en télé. Ça aurait tant marché. Mais ça, j'en sais rien. Pendant 3-4 ans, on y était quand RMC a eu les chaînes de foot. Ouais. C'est quand on avait pris les droits de la Ligue des Champions. L'émission, elle était filmée dans les anciens locaux. Ça passait aussi en télé. Nous, ça ne nous a jamais posé de problème. Quand je fais l'émission d'Estelle à midi, l'émission, elle passe sur RMC Story et à la radio. Ouais. Moi, je me soucie pas trop de savoir si on est... Tout le monde parle de cette sensualité de la radio et qu'on apporte autre chose et qu'on développe un imaginaire. Peut-être. Ouais, mais aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Aujourd'hui, sur les réseaux, on te voit. Au début, oui. Au début, on n'avait pas... Moi, pendant 5, 6, 7 ans, je savais pas à quoi tu ressemblais. Tu savais pas à quoi tu ressemblais. Ouais, bien sûr. Ça, oui. Mais maintenant, tout le monde sait, quoi. Ouais. Tout le monde sait. On regarde trop les réseaux. Maintenant, tout le monde voit la tête. C'est bon, il n'y a plus... Ça y est. Après, franchement, que ça ne changerait rien du tout qu'on soit en télé, mais rien du tout, de rien du tout, quoi. Allez, il m'arrive des soirs, si j'ai joué au tennis à 19h, je vais en survette. Je me douche et je vais en survette et tout ça. Et si c'était la télé, peut-être que je m'habillerais tout le temps. Oui, mais je sais pas, typiquement. Mais c'est la seule différence que je vois. Mais typiquement, une engueulade, typiquement une émotion, eh ben, on la devine, on l'imagine différemment. Bah ouais, quand vous vous mettez à gueuler et qu'on n'entend plus rien, j'imagine des choses. Quand je le vois, c'est pas pareil. Bah écoute. Est-ce que l'émission pourrait se perdre à passer en télé? Il faudrait faire autre chose, moi, je pense. Ça, on sait rien. De toute façon, c'est pas d'actualité, donc je ne peux pas y penser ou... Non, tu écoutes. Là, maintenant, je pense que ça ne va pas arriver, là, tu vois. Ouais. Je vois pas, là. Maintenant, on est là jusqu'au bout. Reste à savoir où est le bout, maintenant. Tu vas voir le studio ou pas? Ouais, bien sûr. Il y a quand même du monde. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une baisse globale du niveau en foot? Ou pas? Ou non, les joueurs sont toujours meilleurs, toujours plus forts? Ils sont plus forts physiquement. Ouais. Il y a une athlétisation du sport? Il y a quand même eu, sur les années récentes, 2 mecs... Ah, Thibaut, ça va? Bonjour. Tu vois qu'il y a du monde dans la rédac, tu disais, il n'y a personne bosse ici. Tu vois, ça bosse, regarde. Il ne faut pas dire à l'heure à laquelle je suis arrivé, mais on est là. Thibaut, After et concept l'année dernière, la libre antenne.
La fameuse. On attend Daniel de pied ferme. Le peuple attend Daniel dans la libre antenne. Ouais, On va y aller alors. Si le peuple attend, on va y aller. Vous êtes un populiste, vous donnez ce que demande le peuple. Exactement. Qu'est-ce qu'on disait sur... La fétichisation du foot et... Ah oui, peut-être... en fait, mais le truc, c'est qu'on a quand même eu, pendant un peu plus de 10 ans, 2 mecs qui ont absolument cassé tout ce qu'on connaissait du foot. Ouais. Ronaldo, Messi. Ronaldo, Messi, je dirais, en termes de performance, de durée, C'est-à-dire quoi? c'est stratosphérique. Il y a une gueule de bois post Messi Ronaldo. Non, c'est plus parce que je répondais à ta question sur est-ce qu'ils ont progressé, pas progressé, Zéro si cela. Oui, 0, vas-y. Ces mecs-là ont été tellement performants pendant tellement d'années que personne ne faisait ça. Même si tu prends des Platini, Zidane, Maradona, si tu mets bout à bout les moments où ils ont été forts dans leur carrière, mais tu es à des années-lumière de ce qu'ont fait ces 2 mecs-là. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça n'empêche pas Platini, Zidane, des mecs de cette trempe-là d'être des légendes. C'est-à-dire, eux, ils ont été bons 3, 4, 5 ans et les autres ont été bons 15 ans. Mais Zidane, au Real, il n'était pas toutes les semaines bon. Ouais. Il ne mettait pas toutes les semaines des buts incroyables. C'était pas Platini, c'est pareil. C'est pas tout le temps. Maradona, entre les moments où il ne s'entraînait pas. Là, nous, on a eu 2 mecs. Chaque semaine, ils plantaient des buts. Chaque année, leur équipe respective était forte en Ligue des Champions. C'est un truc de fou ce qui s'est passé entre ces 2-là. Ça ressemble à Nadal Federer au tennis. Dans le foot, on n'avait pas eu ce genre de durabilité, de mecs inoxydables, bons tout le temps. Et ces 2-là ont un peu cassé tous les autres codes. Ce qui fait que maintenant, quand tu vois des gars, et des mecs forts, il y en a plein. Tu vois, un mec comme De Bruyne à City, ce genre de joueurs-là, je ne peux même pas te citer tellement il y a de bons joueurs, mais dès que pendant 1 an, 6 mois, ils sont moins bons, on croit qu'ils sont finis ou on croit... Non, c'est que les 2 nous ont donné des codes qui sont des codes qui n'existent pas quasiment, quoi. Alors après, est-ce que le niveau a baissé? Je dirais que la vitesse, on en parlait tout à l'heure, de cette accélération permanente, en fait, la vitesse et donc la dimension physique a tellement pris de l'importance qu'on a moins le temps de faire une belle passe, une belle ouverture, parce qu'immédiatement, tu as un mec qui vient de presser, tu as moins le temps tout simplement d'organiser le jeu, quoi. Tout se fait en phase de transition très rapide, des pressings, de l'effort physique, quoi, finalement. Alors, ça donne l'impression qu'il y a moins de technique, mais tu as plus de matchs de bon niveau maintenant qu'il y a 20 ans, quasiment. Ouais. Mais je voyais la liste des 30 au Ballon d'Or en 2015, je crois que cette comparaison est celle de cette année. Non, c'était la liste en 2008 dont tu parles, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. Ouais, celle où il y a Kaka qui est Ballon d'Or, et Kaka il est Ballon d'Or en 2007. Celle de 2015, il n'y a pas un mec acheté, quoi. Là, il y en a plein. Moi, je suis Oui, bien sûr. 2024. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pensais que à la limite que tu te référais à avant, quoi, années 90, 2000 et tout. Ça, c'est donc le studio où on est tous les soirs. Voilà. Christophe Payet. Bonsoir. Je ne savais pas qu'il était là. Un collègue, mais surtout un ami. Bon appétit. Adrien, qui prend les appels des auditeurs le standard. avec Max et tout. Adrien et Max du standard. Et tiens, il y a combien de personnes qui appellent chaque soir? Ah bah, je te laisse discuter avec Adrien, c'est ça, moi je sais pas, moi. En moyenne, on peut avoir une trentaine de personnes sur des gros matchs. Ouais. 30, Une trentaine. Ouais. En plus des messages directs de studio qui nous sont envoyés. Ah ouais, ok. Leur numéro de téléphone et on peut les rappeler. Il y a un match du PSG ce soir, hein. Thibaut, tu me fais rater un match du PSG quand même. Bah, vous allez être obligé de le regarder en C'est vrai, replay. Christophe? Ouais. Et alors, donc là, c'est le studio. Non, là, c'est la régie, ça. Ouais, la régie est là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Réalisateur, t'as vu un peu comment on fait bosser la jeunesse? Ouais. C'est le centre de formation, là. Vraiment, là. Voilà. Et toi? Ouais. Ok, donc là. Il y a qui un studio? Ah, mais là, c'est surtout rugby ce soir. Ah, il y a France-Argentine et le PSG. Ah oui. D'accord. T'as vu ça un petit peu? 50-50. C'est ça, le rugby, ça, maintenant, ça impose à 50-50. Il y a des années, mais le rugby, c'était un 20-30%. Ouais. Mais maintenant... Et donc, le plateau est derrière? Bah, le plateau, tu le vois sur l'écran qui est là, et il est derrière, et là, il n'y a personne, parce que oui, on peut aller voir. Donc là, on n'est que sur le commentaire du match. Ce soir, oui, je pense qu'ils alternent entre les deux. Entre les deux. Il est où celui qui... On a la personne. Ils sont en direct du stade. Oui, d'accord. Ah, ils sont en direct du stade. Direct du stade.
Et je pense que c'est en direct du stade qu'ils font la connexion. Voilà. Ouais. Tu vois, le soir on est là. Et le soir on est là, voilà, bah, tu vois, ça reste cosy, t'as le décor et tout, les télés pour voir les matchs. Et alors je me suis toujours demandé, quand vous entendez le commentaire, vous n'avez pas un petit décalage? Si, c'est pour ça que je ne regarde jamais les matchs ici. Parce qu'il y a le commentaire qui arrive avant les... Il y a un gros décalage, au moins 30 secondes, entre la radio et la télé. Mais alors ça veut dire donc que ceux qui sont en plateau ici et qui commentent le match, ils voient le but... C'est pour ça que je ne suis jamais ici pour voir un match avant de le commenter. Ça te casse tout, quoi, toute la spontanéité. Donc je suis toujours ailleurs pour voir les matchs. J'arrive à la fin. À la fin, je rentre dans le studio. Voilà. Vous avez compris, vous, la polémique dernièrement, foot-rugby? C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles la polémique? Que le foot, le rugby représente mieux la France que le foot et que cette équipe de France de foot ne peut plus être aimée par les Français. C'est ça l'idée. Déjà, personne ne l'a dit comme toi, comme tu viens de le dire. Alors qu'au fond, c'est ça. Mais personne ose réellement le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand tu vas pousser 2 phrases de plus, ça va être un débat politique. Et ça va être surtout récupéré politiquement. Ouais, mais ça va être immédiatement récupéré politiquement. Oui, mais enfin, si c'est pour que ça se termine, nous on en rigole dans la rédac avec les mecs du rugby et tout, si c'est pour que ça se termine dans 2 semaines avec les mecs qui aiment le rugby, c'est des fachos, et les mecs qui aiment le foot, c'est des LFistes, enfin, c'est pas possible, quoi, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est un sujet c'est à ça qu'on va aboutir. Comment on l'élève alors? Mais c'est à ça qu'on va aboutir. Et comment on c'est élève quand même dramatique. On va encore se fracturer, on va encore se casser là-dessus. Moi j'aime bien les deux. Moi, ma culture, c'est le foot. Moi, je suis foot. Mais le rugby, ça me plaît. Alors, je regarde pas un match du top 14. J'en ai rien à cirer, ça m'intéresse pas. Mais quand il y a l'équipe de France, je regarde. Mais comme je regarde l'équipe de France de basket au JO ou un truc comme ça. J'aime bien le rugby, j'aime bien le côté... Vous aimeriez le mettre à quel niveau? Parce que moi, je pense que c'est un débat intéressant, c'est un débat de société. Vous en parlez beaucoup dans l'after, de ces débats de société. C'est pas rien, c'est pas anodin ce qu'on voit en ce moment. Avec cette passion pour le rugby, qui en plus est un sport qui a des affaires au cul. Oui, les deux. Enfin, oui, les deux. Au global, il y en a quand même un petit peu plus dans le foot. Je crois pas que ce soit lié aux affaires. Je ne crois pas que ce soit lié à ça, à savoir est-ce qu'il y a un club qui est plus ou moins fréquentable. C'est ce que représente. Oui, c'est ça. À partir du moment, effectivement, où le rugby, tu as l'impression que ça représente, on va dire, les terroirs. C'est toujours été un sport de terroir. Où, quand tu regardes le rugby, tu vas avoir du Toulouse, du Grenoble, du Bordeaux, un peu de Paris, un peu... Tu vois, tu as l'impression que tu vas avoir un petit peu les régions de France qui vont être représentées. Parce que les mecs évoluent dans ces clubs-là, parce que les gars ressemblent à son voisin, et que le foot, ça ne va être que des mecs qui sont de banlieue, principalement de banlieue parisienne, avec leur code, avec leur façon d'être. Et je trouve en plus, c'est un peu curieux parce que autant à une époque, tu avais des mecs en équipe de France, je comprends que ça pouvait saouler les gens, parce que ce qu'on oublie, c'est quand même l'équipe de France, c'est pas uniquement pour les fans de foot, c'est pour tout le grand public. C'est ça. Tu passes de 2 millions à 5 millions, 7 millions, 15 millions quand tu as un gros match de Coupe du Monde, et tu as envie que l'équipe, elle ressemble au mec qui est devant la télé. Oui. Et pendant des années, quand tu avais le mec qui arrivait, qui parlait, voilà, machin et tout, je pouvais comprendre que le gars disait, ah putain, c'est ça notre jeunesse, les mecs qui parlent comme ça, ils sont... Ou le gars, tu te souviens, la polémique, les mecs, ils avaient le casque sur les oreilles, t'as l'impression qu'ils étaient détachés par rapport au public, ils avaient cette espèce d'arrogance. En revanche, pour cette équipe qu'on a là maintenant, je trouve que c'est un petit peu injuste comme réflexion, parce que quand t'entends parler d'un Tchouaméni, un Jules Koundé, c'est vraiment des chouettes gars, quoi. Tu vois, ils méritent pas d'être réduits aux mecs de banlieue qui, dans l'imaginaire collectif, trop souvent dans l'imaginaire, et le mec qui fout un peu le bordel, qui donne une mauvaise image de la société. C'est pas ça en plus. Juste le joueur de foot aujourd'hui. L'équipe de France de foot. Mais représentatif de quoi des dans Français, ce cas-là? C'est un peu ça l'idée de la population française. Enfin, j'en sais rien. D'ailleurs, si c'est son but, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a quand même cette vocation, vous venez de le dire. Il se trouve que l'extraction sociale du joueur de foot aujourd'hui, c'est souvent un mec de banlieue. Ouais. Et un mec, les chiffres plus ou moins l'expliquent, tu as
70% de gamins qui viennent de région parisienne et qui viennent de la banlieue parisienne. Ouais. Donc avec une façon de parler, une façon d'être, des codes, ce qu'on appelle la culture urbaine un peu street. Bon, ok, c'est une réalité sociologique. Quel tampon tu vas mettre là-dessus? Est-ce que tu vas forcément mettre un tampon négatif là-dessus? Non. Si le mec se comporte pas bien, que le mec a des affaires au cul, ou j'en sais rien, moi, se retrouve à la rubrique fait divers, bah, il a ce qu'il mérite. Mais si, je te le répète, la plupart de ces mecs-là sont vraiment enfin, nous, pour ce qu'on en sait, là, vraiment, la génération là, c'est vraiment des bons gars. Je te répète les exemples que je t'ai cités. Je sais pas, même un mec comme Rabiot, tu vois, que moi je critique souvent, mais pour son jeu. Mais c'est un mec qui s'exprime bien, qui parle bien. Encore une fois, je vais pas te citer Tchouaméni, je vais pas te citer Koundé. On peut avoir, en fait, Thuram, Marcus Thuram, parce que certains un bon gars. veulent poser. Et Après, le fait que leur expression parfois, parce qu'ils se sont exprimés sur des choses un peu politiques, notamment au moment des élections et tout. Ouais, si tu as 11 millions de personnes qui votent RN dans ce pays et que le joueur de foot, il vient et il dit, en gros, ceux qui votent RN sont tous des cons, bah oui, tu as de grandes chances que ceux qui votent RN pensent que le joueur de foot, il est contre lui. Ouais, Ok, et alors, est-ce que tu vas empêcher au joueur de foot de donner son opinion? S'il a envie de dire ça, il dit ça. Après, peut-être que l'électeur RN, il n'est pas obligé de se dire, bah, le mec est un con. Non, le mec pense pas comme toi, c'est tout. Mais t'es pas obligé de, tu vois. Il peut y avoir une tendance à coller une image identitaire sur ces sujets. Et vous avez plutôt l'air de défendre une question humaniste. Ouais. Bah, moi, je poursuis le vœu pieux de l'universalisme, de me battre contre le communautarisme qui fracture la France. Mais je sais que ça sert à rien de dire ça, c'est des conneries tout ça. Je suis très pessimiste, je vois pas comment on peut se sortir de ça. Ah je vois pas comment on peut s'en sortir. La moindre remarque que je vais faire un soir, bah moi ça m'a fait beaucoup de mal la suite de ce qui s'est passé au moment du tifo au Parc des Princes, par exemple. Peut-être que ce soir-là, la façon dont je l'exprime, je le dis mal. Mais moi je critique juste, puisque c'est un message de paix et que qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre qu'on est pour la paix? Évidemment que je veux que ça s'arrête, cesser le feu, 2 États, machin, comme la plupart des gens dans le monde. C'est tellement con que tu le dis pas. Enfin, le truc. Et donc, ce sur quoi je m'arrête, c'est sur le i qui n'existe pas et que tu as l'impression que c'est rayé de la carte. C'était la forme de. Donc moi je dis que moi je condamne la politique de Netanyahou, mais dans le même temps, je veux pas que le tifo il indique qu'Israël ça n'existe plus. Et ça a été une déferlante. En gros, tu es anti d'un côté, et pour un autre côté, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis, donc ça veut dire que nous, notre génération, donc on peut plus avoir des potes fudge ou arabes, c'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, clairement, peut-être que les gens de notre génération, au-dessus de 40, 50 ans, on peut encore en avoir, mais j'ai l'impression qu'à 20, 30 ans, ça c'est terminé. Le mélange, j'ai peur que ça ne puisse plus exister. J'ai le sentiment que c'est fini, qu'on ne peut plus y arriver. Et tout ce que tu dis... Et même en foot, tout ce même que en tu sport, dis, qui devrait être pourtant tout ce que tu dis n'a plus aucun sens. Ouais. Tu es renvoyé d'un côté ou de l'autre. Et quand j'ai dit, c'est gerbant qu'il y ait le i gommé, que donc on veuille rayer de la carte, ben on m'a dit, il y a un truc, mais encore plus, mais dingo de chez dingo, sur X hier. Tu sais, des fois, il y a des vieux sketchs qui circulent. Et quand ça me fait marrer, je retweet. Parfois, il faudrait que je fasse gaffe parce que si le mec il a mis en ligne, il est hyper bordé politiquement, c'est terminé. Des fois, je fais pas trop gaffe. Bon, il y a un sketch des inconnus sur les chiffres et les lettres et ces 3 feuges qui disent non, je te le mets à 250, je te le mets machin. Donc je retweet, ça me fait marrer, je trouve que c'est drôle. Il y a le commentaire, c'était un sketch comme ça aujourd'hui, ne pourrait plus se faire. Ce qui est vrai. Putain, je reçois des tonnes de messages. Ouais, t'essayes de te racheter. Il m'a racheté de quoi? Bah parce que comme tu as dit que tu étais dans l'autre camp, maintenant tu veux être... Ah là c'est fini, là je suis perdu en fait. Là je suis perdu, mais moi j'ai eu des amis qui m'ont, suite à ce que j'ai dit, qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont fait de la peine.
qui m'ont dit ouais, tu dis pas un mot là, tu dis un mot là et tout. Je dis mais t'es sérieux? Il faut vraiment dire que je veux la paix. Faut vraiment, enfin c'est tellement évident. Tu voudrais que je me pose dans l'after et que tous les soirs je le dise. Ouais, mais le 7 octobre t'as dit et après t'as pas dit. Ben, mais c'est pas pareil là. T'avais un attentat terroriste. Après c'est une guerre. Je vais pas me prononcer tous les soirs sur ce qui se passe et dénoncer la politique de Netanyahou. Si tu veux, je peux le faire. Mais c'est pas, je crois pas que ce soit le but et la vocation de l'after de venir faire ça, tu vois, de le dire. Hein? Bon, écoute, je sais pas trop comment me sortir de ça, comment pas faire de la peine aux gens, comment, je sais pas. C'est un peu, mais ça m'a fait du mal ça. C'est récent, donc c'est un des épisodes récents qui m'a un peu fait chier. Presque là de pas comprendre la société d'une certaine manière. Malheureusement, je crois que je la comprends trop et c'est ça qui me fait de la peine. Parce qu'à force d'être dedans, tu sais, quand tu fais l'actu tout le temps, ouais. Quand tu es tout le temps dedans, que tu lis tous les journaux toute la journée, que tu participes à des émissions, que tu vois les opinions des uns et des autres, que ton métier finalement c'est de tout regarder, de tout lire, c'est pénible quoi. Tu vois que les chaînes maintenant sont polarisées, que tu as des médias qui sont... avant, je veux bien, si c'est juste un journal de droite ou un journal de gauche, ça va. Mais quand ça devient des médias très marqués extrême droite, d'autres médias très marqués extrême gauche, moi, les extrêmes, j'ai pas grandi tellement avec l'idée que ça devait être si présent dans une société, quoi. Là, aujourd'hui, ça l'est de façon nette, quoi. Nette. J'en reviens à la question tout à l'heure du foot et du rugby, c'est lié, mais l'équipe de France de 98, bon, appelée Black Mamba, mais c'est une France... C'était mytho, ça, mais bon. Avec des joueurs qui étaient des campagnards, des provinciaux. Ils venaient, quand on voit les clubs d'où ils venaient, c'est l'US machin au fin fond. Non, et puis c'est un petit peu ce que je te disais pour le rugby. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils avaient beaucoup joué là-dessus après, au moment du succès, où en gros, ils avaient fait que Emmanuel Petit était retourné en Normandie. Alors qu'il n'y était pas allé depuis des années. Mais il y va. Barthez était retourné à Toulouse. Moi, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Mais je me souviens, en 2018, il avait fait aussi Griezmann qui était retourné à Mâcon. À Mâcon et tout. Bien sûr. Donc cet attachement identitaire, en fait, c'est pas coupable de dire attachement identitaire, j'aime ma région, j'aime mon pays. Il n'y a pas de culpabilité de ça, mais parfois, dès que tu emploies ces mots-là, putain, t'es immédiatement catalogué facho, c'est vraiment pénible. La France, championne du monde en 2018, c'est plus une France une équipe de banlieusards. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... justement. On peut sortir... Justement, je ne crois pas. Ah ouais, non. Non, parce que on croit que les Français ne regardent pas ça. Mais même s'ils ne le regardent pas au point de prendre le cahier, de mettre des petits croix et tout, c'est un truc de ressenti. Ouais. C'est un truc de ressenti. L'équipe de France de 2018, t'as Giroud, t'as Griezmann. Oui, rappelle-toi les polémiques qui sont inventées entre... Là, tu vois, c'est pas la naissance du communautarisme, mais l'exploitation, l'instrumentalisation du communautarisme autour de Giroud Benzema. C'est quand même incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Le rôle qu'on veut faire endosser à l'un et à l'autre, il est incroyable. Et si tu disais, juste donner ton avis, il se trouve qu'à ce moment-là, Giroud, il était plus performant en équipe de France que Benzema. C'était mort. T'étais anti-Benzema, t'étais un facho. Quand Benzema était bon au Real, que j'ai dit qu'il a eu une carrière, ça a été très dur pour lui au départ en Real. Bon. Bien sûr. Puis à la fin... Comme dit Walid dans l'after, quand il fait beau, il fait beau, quand il pleut, il pleut. Ouais. Je cite les grands auteurs. Quand il a été extraordinaire au Real, oui, c'était pas très compliqué de dire qu'il était extraordinaire. Voilà, tout simplement. Et en équipe de France, Giroud, il a toujours été bon, même si ça pouvait paraître curieux aux gens, parce que Benzema avait un potentiel et un talent au-dessus. Il se trouve que ça n'a pas collé. Bon, au-delà de l'identité. Bon. Mais c'était pas à cause des gens qui refusaient ou des gens qui étaient racistes ou quoi ou qu'est-ce. Pourquoi? C'est une question qui est pourquoi aujourd'hui les joueurs viennent de banlieue. C'est dur de se percer si on est en région, c'est plus dur de percer. Et pourquoi? Comment on l'explique? En fait, c'est ça. Parce que tu as un bassin de population de 12 millions de personnes. Ce n'est que ça. Déjà. D'accord, mais il en reste 50 millions dans le reste du pays, voire 60. J'arrive. Ouais. Donc déjà, tu as un bassin de population de 12 millions sur 60.
que si c'est pas dans le bassin parisien, ça va être autour de Marseille ou autour des grandes villes, parce que c'est là que tu vas jouer au foot, c'est là qu'il va y avoir les terrains, les infrastructures. Il y a des gamins qui jouent au foot dans mon petit village de Dingy-Saint-Clair. Le gamin à côté de Bourges ou d'Orléans, il va pas trouver le club, pour progresser, parce que la compétitivité qui s'est mise en place en région parisienne, elle est incroyable. La compétitivité, ça veut dire que le match amateur entre l'équipe, j'en sais rien moi, de Sarcelles ou de Bondy, ça va être d'un niveau tellement supérieur que les jeunes d'Orléans contre les jeunes de Bourges, que alors tu vas avoir le sentiment d'une ghettoisation, parce qu'en gros, ça ne va être que les mecs de la banlieue parisienne. Mais c'est juste que c'est là que tu vas avoir un degré de compétition tellement élevé que les meilleurs joueurs, en fait, ils vont venir de là. Principalement, mais je ne crois pas que les autres vont être barrés. Après, quand les autres vont essayer de percer et tout, personne ne va les empêcher d'eux, tu vois. Tu vas pas les empêcher de percer. Après un mec comme Griezmann, en France, n'aurait pas eu sa chance parce qu'en France, on a décidé à un moment de tout miser sur le physique, la taille, le machin, et que tu as des mecs, tu les as eus, les mecs, dans les centres de formation qu'on dit tu gagnes des matchs avec un grand noir derrière, un grand noir au milieu et un mec qui court vite devant. Cette réflexion, elle a existé. J'en avais parlé dans un de mes livres en 2013. Ça a existé. Ça a existé. Les raisonnements ultra simplistes. Le rebeu, c'est le numéro 10 technique qui sait faire les dribbles. Et tout ça, évidemment, que ça, bien sûr que dans les centres de formation, tu as eu ce genre de réflexion-là. Oui. Oui, ça existait. Encore maintenant, on mise beaucoup sur... en France, on a un championnat où le physique domine dans la façon dont on apprend le foot, par rapport à l'Espagne, par rapport à où on va développer plus une intelligence collective, ce qu'on appelle un QI football, ou le geste technique. Oui, question plus que est-ce chez qu'on nous. peut venir d'un milieu aisé et être champion de foot? Bah, ça, après... attention, tu vas tomber sur... Voilà. Ça, après, si les parents veulent pas... je vais te raconter, moi, histoire perso. Moi, j'ai mis mon gamin au tennis d'abord parce que j'adorais ça. Tennis. Mais sa mère voulait pas parce qu'elle disait ouais, au foot, il y a des bagarres et les gamins parlent mal et tout ça. Et à un moment, quand il jouait au tennis et tout, et il avait des problèmes mentaux pour gagner les matchs et tout. Je lui ai dit tiens, tu vas aller un petit peu faire du foot parce que tu vas apprendre un petit peu parce que c'est bien beau le milieu du tennis là où vous regardez. Et il a fait 1 an de foot. Comme il adorait ça et tout, il est parti s'éclater. Quand il rentrait du foot et qu'il me disait c'est pas comme les tennis, hein. Je dis pourquoi? Il dit putain, comme les éducateurs y parlent et comme les rapports entre les mômes et tout, comment ça parle, et les rapports et tout, c'est pas la même chose. Ouais, il y a une différence culturelle et c'est pas forcément l'avantage du foot que des éducateurs parlent super mal ou utilisent un vocabulaire sur des gamins de 12 ans. Oui. Il y a, en plus, au foot, c'est développé un tel business pour des gamins qui déjà à 12 ans sont... comment dire, courtisés par des agents ou avec des parents qui, effectivement, peut-être que socialement viennent de milieux défavorisés et misent tellement sur eux que ça en fait vous avec votre fils. Au tennis. Bah, c'est vrai, mais t'as raison. C'est vrai. Bon, bah, vers notre dernier point. Merci de nous avoir fait découvrir RMC. C'était bien. J'aime bien. Et oui, ce que je te disais, c'est t'as tellement de gens en France. Il y a eu des livres, des documentaires. Récemment, on avait reçu dans l'after un gars qui avait fait un très bon doc sur ce qu'on appelle le projet Mbappé, sur ses parents qui deviennent complètement tarés. Mais moi, j'ai vu les mêmes au tennis. Hein. On en parle moins, mais ça existe. Hein. Et chez des gens, des bagarres entre 2 bourgeoises au bord du cours pour leur gamin qui joue au tennis, j'ai vu ça aussi. Mais dans le foot, oui, à partir du moment où tu as de l'argent très vite, où tu as des agents qui sont capables d'arroser les parents, des gens qui viennent de milieux défavorisés et qui se disent bah, ce gamin, il peut faire chauffer la marmite parce qu'il joue bien au foot, oui, tu vas avoir toutes les déviances que tu peux imaginer. Oui, ça existe.
Oui, tu vas avoir du racket, oui, tu vas avoir des relations conflictuelles, oui, tu vas avoir plein de ce genre de problèmes dans le foot, parce que pour beaucoup de gens dans certains endroits de notre territoire, c'est un ascenseur social que tu peux prendre, quoi, et qui peut t'ouvrir la richesse, quoi, et une autre vie. Le problème avec vous, Denis, quand on parle de foot, on parle que des problèmes. Nous, on parle des moments, des jolis moments. Bah, c'est toi qui m'as lancé là-dessus. C'est quoi votre plus beau moment dans un stade? Non, mais attends, c'est vrai, parce que moi, à chaque fois qu'on me parle de foot, c'est aussi, on me parle tout le temps que de ça. Bah, c'est vrai. Mais Bah, regardez, je parle les d'autre chose. Les gens, ils veulent tout le temps me parler de ça. Rien, je parle d'autre chose. Votre plus beau Ouais. moment dans un stade? C'était quoi? Moi, présent à l'intérieur d'un stade, Ouais. bah, je pense que ça restera toujours PSG Real 93. Ouais. Ça restera toujours ce match-là, je pense. Ouais. Vous étiez où? Bah, j'étais en tribune, j'avais acheté ma place au marché noir. La veille, dans le stade, on était venus, on avait traîné là l'après-midi, acheter des mecs. À l'époque, du il parc. y avait encore beaucoup de gens qui tournaient autour du parc avec les Maintenant, billets c'est comme ça. compliqué avec les billets. Maintenant, il n'y a plus, maintenant, c'est fini tout ça. Et j'avais acheté la place comme ça, et on était venus le lendemain, on était avec 4 potes. Et voilà, on avait perdu 3 le match aller, et c'est devenu un match de folie, un match de légende de l'histoire de mon club. Voilà. Ça arrive encore à être supporter? Parce que quand on est journaliste, vous dites non, j'essaye d'analyser ça de manière neutre. Forcément, tu te détaches maintenant. Évidemment, j'oublie pas. Oui, c'est mon club, j'adore, c'est le PSG, j'ai toujours été. Et puis, mon fils entretient ça parce qu'il adore et tout. Maintenant, je ne peux pas cacher que je suis profondément marqué, choqué et dégoûté par ce que devient ce club. Oui. Vous voyez, c'est vous qui retourne négatif. Ah, mais ça, j'y peux rien. Si mon PSG est dénaturé par un président incompétent qui est en train de nous massacrer le club, en plus à dire qu'il veut aller jouer ailleurs qu'au Parc des Princes, ça, voilà, c'est d'un coup, on va balayer tous mes souvenirs d'enfance, toute l'histoire de mon club. C'est dur. Et puis, on a vécu 10 ans avec l'idée qu'on allait être enfin riche, qu'on allait gagner des choses. C'est plutôt vrai. Et qu'on allait acheter des stars. Mais oui, mais sauf qu'on a gagné. C'est le cas, vous avez acheté des stars et gagné des Oui, mais des sauf qu'on a acheté que le championnat de France et qu'on a gagné que le championnat de France. Vous avez dit acheter. Et que Il est bien, j'aime beaucoup. et que en Coupe d'Europe, on n'a jamais réussi parce que ils avaient l'argent, mais ils n'avaient pas les compétences pour gérer les stars qu'ils achetaient. Vous énervez pas, je vous parle de bons moments. Oui, mais tu me demandes le PSG. Le PSG, c'est une souffrance permanente. Ça me fait souffrir. Ouais, c'est ça, le supporter, il est là pour souffrir. De toute façon, un supporter, ça souffre. Un supporter, ça ne fait que souffrir. On ne fait que souffrir. Tout le temps. Votre plus beau moment devant la télé, alors? Le plus grand moment de foot que vous ayez vu? Ah, dans la télé. Vous allez me dire dans la de France. Dans la télé, il y en a plein dans la télé. Je sais, c'est difficile, c'est forcément des trucs de Coupe du Monde. Vous avez déjà pleuré devant du foot? Ah ouais, quand j'étais gamin. Quand gamin, mais qu'est-ce que je chialais, putain, j'étais un chialeur. Oh là 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 là. Je chialais pour des matchs à la con. Je crois que chaque match où ça tournait mal, je pense jusqu'à 14 ans, je chialais. C'est fou, c'est quand même fou avec le recul. C'est qui votre joueur préféré de l'histoire du foot? Je dis pas le meilleur, votre joueur préféré. Bah moi, les mecs de ma génération, c'est Platini. Ouais. Ah, vous l'avez dit tout à l'heure. T'avais l'impression que chaque fois qu'il y a l'équipe de France qui jouait, il était là. C'est bon, il n'y a pas de problème, il est là. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de problème. Après, il y en a eu d'autres. Après, il y a eu toujours parce que j'avais mes. C'est pas parce Platini, que j'avais mes deux. C'est que vous pouvez presque le classer dans les plus grands joueurs du monde, mais il y a toujours un joueur qu'on adore. Parce que j'avais mes deux sélections. Après, ça a été Badjo, évidemment. Et Badjo, c'était la tristesse de la Coupe du Monde 94, son pénalty raté, évidemment. Parce que oui, j'oscillais, j'étais pour la France, pour l'Italie, tout le temps. Donc Badjo, j'ai adoré. Et Luis, moi, après. Alors, Luis, c'est marrant parce que Luis, c'était. Je l'adorais quand j'étais gamin et sur le terrain, je voulais lui ressembler. J'aimais bien sa nature tout le temps combative. Et là, pour le coup, lui, j'ai pas eu peur de le rencontrer. Et non seulement on s'est rencontrés, mais on est devenus amis. J'ai écrit son livre. C'est quelqu'un de proche que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Là, et lui, j'adorais quand j'étais môme, quoi. C'était un joueur important de l'équipe de France. Et tous les gens de cette génération, en revanche, en grandissant, j'ai eu la chance de les approcher, de les rencontrer. Les Giresse, tous les gamins, tous les joueurs que gamins j'admirais. Ça c'est une vraie chance, ça, quand tu vis ce truc-là. Et aujourd'hui, le joueur, vous dites là, je peux pas rater son match, quoi. Lui, c'est le joueur que je veux voir. Non, ça, il n'y en a pas, parce que j'ai un regard qui est trop pro maintenant. Après que j'ai de l'admiration pour De Bruyne, un mec comme De Bruyne, j'adore, parce que moi, j'adore les milieux de terrain. Le milieu de terrain qui fait la passe, le milieu de terrain qui met la belle frappe, qui sert l'attaquant
j'aime Luka Modric, Toni Kroos, De Bruyne, tous ces joueurs-là sont, pour moi, le meilleur joueur a toujours été un milieu de terrain. Plus que les attaquants. Numéro 10, quoi. Ouais, mais le 8, le 6, les mecs du milieu. Pour moi, c'est là qu'on pensait. C'est là qu'il y avait c'est la salle des machines, la salle des moteurs. C'est là aussi où il y avait les artistes. Il y avait le 10, c'était souvent l'artiste et tout. Donc vraiment, cette zone du terrain, c'est toujours là que j'ai eu mes joueurs préférés. Et c'est là où je jouais aussi. Vous jouiez bien? Ouais, je me démerdais pas mal. Ouais. Non, j'aimais bien. J'ai joué toute ma vie depuis gamin, le ballon et tout. Donc ouais. Quelles sont vos relations avec le monde du foot, le milieu du foot? Est-ce qu'il faut, on disait tout à l'heure, il faut les approcher, mais jusqu'à quel point? Parce qu'après, il faut pouvoir les critiquer aussi. Non, ça, nous, on a eu la chance, et ça, c'est vraiment une chance que l'émission marche vite, très bien, et ça te donne. En fait, c'est quand ça marche que ça te donne le pouvoir de l'indépendance. Ouais. Et que finalement, on va pas t'en vouloir d'avoir été critique. Parce que, en gros, comme l'émission elle est importante, on va pas refuser de te parler. Et en fait, au fond, ça a apaisé les choses. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu du foot, à part avec ceux que je critique vraiment et qui m'en veulent, hein, tu vois, j'imagine qu'un Vincent Labrune ne doit pas beaucoup m'aimer. Ouais. Nasser non plus. Évidemment. Mais par ailleurs, beaucoup de présidents avec qui j'ai de bons rapports, directeurs sportifs. Aucun problème, parce qu'ils savent de toute façon que je vais être honnête, que je ne vais pas en protéger un plus que l'autre. Il y a 3 jours, on a reçu Olivier Létang, un type que j'aime bien et par ailleurs avec qui j'ai de bons rapports. Il vient dans l'émission, il savait de toute façon que j'allais l'emmerder sur pourquoi il avait voté pour Labrune. Et que je savais qu'il s'en sortirait pas. Et qu'il a essayé de dire « ouais, je pensais que c'était le meilleur ». Et que je lui ai dit « mais arrête, c'est pas possible, c'est impossible, c'est impossible ». Il y a un truc en dessous, tu le diras pas parce que tu vas pas le dire, mais c'est un truc que je n'admets pas. Est-ce que ce pouvoir, il a essayé d'être racheté par certains? Est-ce qu'on vous appelle pour faire passer des messages, pour dire des choses, parce que votre voix, elle porte et elle peut changer les choses. Évidemment qu'on va t'appeler pour faire passer un message, pour faire après. Tu le comprends très vite quand même. C'est-à-dire quand on t'appelle, quand on t'appelle et qu'on te dit tu comprends vite qu'on va te faire passer un message. Ouais. Tu comprends vite qu'on va te donner une info parce que ceci ou cela. Évidemment qu'on le sait, on n'est quand même pas débiles. Mais sauf que nous, on va pas dire au monde du foot, je pense que nous, on connaît mieux leurs secrets qu'ils connaissent les nôtres. Parce que nous, on a des modes de fonctionnement dans les rédactions. Nous aussi, on a nos secrets de fabrication, ceux qui parlent avec qui, comment, machin et tout. Je pense que eux nous prennent plus pour des cons que nous, on les prend pour des cons. Parce qu'on vous a accusé d'avoir, par exemple, porté la voix du clan Mbappé ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez reçu un jour un coup de téléphone de la famille Mbappé? Est-ce que vous les avez au téléphone de temps en temps? Très souvent. Ouais. Mais est-ce que par exemple, tu dis, bon, si tu soutiens un peu, je sais pas comment ça marche, je vous pose la question, tu soutiens Kylian, tu le défends un peu plus et t'inquiète, tu auras des infos avant les autres ou je vais pas jusqu'à dire un petit billet, quoi, mais. Ah, quand même, faut abuser. Mais même si ça a été dit sur les réseaux, mais les gens comprennent pas comment. Bref, peu importe. Non, parce que de toute façon, sa maman avec qui m'arrive de parler, de la même façon, elle a très bien compris que je serais honnête en toutes circonstances et que je pense que sur les dossiers tendus qu'il y a eu autour de Kylian l'année dernière au PSG, machin, je pense que j'ai, encore une fois, je suis désolé, ta maman va encore parler d'avion, mais j'ai juste été la voix de la raison parce que tous les événements m'ont donné raison. Mbappé était parfaitement dans son droit en termes de contrat et ceux qu'on déconné et qu'on fait n'importe quoi sont les dirigeants du PSG. Il y a 2 ans, j'avais dit il faut le laisser partir parce que ça va mal se finir et vous allez le garder dans la dernière année de contrat et ça va se passer comme ça. Il s'est passé exactement, si on reprend toute l'histoire, il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Donc au dernier moment, on me dit ouais mais t'as défendu. Non, j'ai pas défendu Mbappé. J'ai juste dit il ne va pas partir, il va faire sa dernière année de contrat et ça va mal se passer. Et ça, c'est mal passé. Et je n'ai pas du tout porté la voix de la voix de la famille, absolument pas. D'ailleurs, c'est-à-dire c'est une vraie question quand on après, est-ce que les gens pensent que parce que tu as discuté avec eux une fois, tu vas tout le temps, en gros, tu vas être gentil avec eux, pour faire simple? Ça, si eux le pensent, eh ben ils sont libres de le penser. Ouais.
Mais il n'empêche que l'année dernière, je me souviens très bien, quand après le match à Newcastle, Mbappé ayant fait un match catastrophique, j'ai dit bon, Mbappé va peut-être falloir quand même qu'il se remette à jouer au foot. Et puis on savait qu'à ce moment-là, il sortait beaucoup. Et on avait beaucoup parlé des sorties de Neymar, de Verratti et de leur performance moins bonne à cause de ça. J'ai dit ce soir-là ce que je savais des sorties de Mbappé et des choses. Est-ce que derrière, on des a un coup de éléments que je téléphone pouvais du clan Mbappé? Ouais. Non, on a eu plus qu'un coup de téléphone. On a eu le réveil à 8h du mat du patron de la rédac pour dire il s'est passé quoi hier. Je dis oui, pourquoi, machin. Non, parce que là, l'avocat a appelé, c'était plainte, c'est tout, quoi. C'était on va porter plainte. Après, je regarde mon téléphone. Donc vous êtes en train de me dire je regarde mon téléphone et effectivement, ce qu'on appelle le clan Mbappé très énervé. Pourquoi t'as dit ça, machin. C'est qui le clan? C'est sa mère? Ouais, ou ça va être. Et lui, ça peut être lui? Non, lui non. Ouais. Lui non. Mais moi j'ai toujours dit. Je pense moi j'ai toujours dit que ça, la communication autour de lui était pas bonne. Je leur ai même dit à eux, ça m'est arrivé de leur dire. Mais moi je dis les choses quand on m'appelle. Moi, par exemple, Nasser, je vais pas le rencontrer directement parce qu'il veut pas et tout, mais les gens qui bossent avec lui à la com, 1-2 fois par an, on se rencontre. On passe les messages, on discute. Ils savent quand même. L'After, c'est l'émission la plus écoutée en France, en sport. Ils savent forcément qu'on doit être important pour eux. Donc, on doit avoir un échange. Mais je crois qu'aujourd'hui... Donc, ça peut être « je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire que pendant un temps, on peut vous appeler, tout se passe bien, et puis un jour, vous... Non, j'aime pas l'expression « je t'aime moi non plus », il n'y a pas de « je t'aime ». Il n'y a pas à avoir de « je t'aime ». D'accord. Il n'y a pas de « je t'aime » et il n'y a pas de « moi non plus ». On est normal, on fait notre métier, vous faites votre métier, vous êtes de la famille, donc vous défendez. Ouais. Et nous, on fait notre métier. Et nous, on prend les infos là, à droite, à gauche, A, B, C. Et nous, on fait notre petit machin. Et quand un de nous, mais après, on va pas revenir au tambouille interne des rédactions, quand il y en a un qui parle à des personnes, on en a toujours un autre dans la rédac qui parle à une autre personne, et tout se mélange, et nous, on se parle. C'est intéressant de savoir comment ça se passe. Ouais, mais nous, on peut pas dire exactement comment tout se passe, nous, et qui est en rapport avec qui, et tout ça. Mais je pense que si hier, on vous accuse de ça... France, par exemple, on a eu dans la rédac discussion serrée. Moi, si je dis ça, il va se passer ça. C'est plutôt toi qui devrais le dire parce que moi, ça va me brouiller avec un tel. Je sais que notre métier est décrié, que notre métier est souvent, on est accusé d'être des vendus, machin et tout ça. Parce que les gens ne savent pas comment ça marche. Mais voilà. Non, mais, mais je pense qu'on ne peut pas expliquer comment ça marche et que peu importe. Là, on est emmerdé alors. Mais c'est pas grave. Ouais. Qu'ils continuent à nous penser vendus, qu'ils continuent à penser qu'on est des baltringues ou des cons qui parlent sans savoir et tout. De toute façon, ça n'est pas possible. Je veux dire, moi, tout le monde le sait, j'ai été attaqué plusieurs fois et donc ça s'est fini au tribunal. Il y a un truc qui s'appelle la protection des sources et quand j'y suis allé, donc c'est le 7, j'ai jamais oublié cette date, c'était important, parce que j'étais rentré de Vegas où je faisais mes tournois de poker juste pour ça, et c'était très important, le 7 juillet 2023, le procès contre Neymar. Ouais, je me suis retrouvé à dire au juge, ok, donc on va dire alors, puisque sinon je vais être condamné, et c'est pas moi qui vais payer, c'est ma boîte. Et la liberté que mon entreprise me donne, si c'est pour qu'il se tape, Neymar demandait 100 000 de dommages et intérêts. Tu vois, c'est pas rien 100 000 balles, tu vois. Et dans ces cas-là, c'est pas toi qui les paye, c'est ta boîte qui les paye pour toi. Je pense qu'ils sont pas trop contents de les payer. Hein. Donc, moi, j'avais pas envie qu'il soit condamné. Donc, donc j'ai sorti le téléphone, donc j'ai dit à l'avocat, on y va, j'ai pas envie d'être condamné. Ok, très bien, on va en griller une de source. Et donc, j'ai balancé, le nom d'un mec qui m'avait donné les informations comme quoi Neymar allait dans telle boîte, buvait, faisait ci ou faisait ça. Ça m'a profondément emmerdé, je l'ai dit à la juge. J'ai dit, elle était là, Madame la Présidente, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Je suis dégoûté de le faire parce que c'est pas bien, parce que notre métier nous interdit de le faire, mais je n'ai pas envie que mon entreprise soit condamnée. Je n'ai pas envie d'être condamné, et si je dois en arriver à ça, c'est malheureux. Et voilà, je l'ai fait et j'ai demandé à ce que ce soit pas répété, quoi. Voilà, de toute façon, je n'ai pas été condamné. Donc, on a gagné le procès contre Neymar et voilà. Mais ça, c'est des secrets quand les gens veulent savoir comment on sait et tout. Mais on peut pas dire nos tambouilles, avec qui on parle, comment on parle, qu'est-ce qu'on fait. On peut pas griller nos gens. On peut pas. Enfin, c'est dur. T'as des gens qui te parlent, qui te font confiance. Tu peux pas les griller, quoi.
Parfois, tu donnes une info sur X ou à l'antenne. Ouais, c'est quoi ta source? Mais abruti, va te donner la source, voyons. Donc le mec plus jamais va me parler, et puis tu n'auras plus jamais d'infos. Et puis là, pour le coup, tu diras que tu es un tocard parce que tu n'as jamais une info. Voilà. Déjà que pour une fois dans une affaire, certes, retentissance, Zidane au PSG, jusqu'au dernier moment, entre Fred Hermel et moi, on a su, et puis donc il n'est pas venu, et j'ai dit il va venir. Putain, une fois en 18 ans où je suis passé à côté, on me le rappelle encore maintenant. Donc il vaut mieux pas se tromper souvent, hein, parce que putain, qu'est-ce que tu morfles. Hein. Et pourquoi vous vous énervez comme ça, Daniel? Je sais pas. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être énervé là. On discute, non? Non, mais T'as bien sûr l'impression que je suis énervé là. Non, Merde, mais, alors. non, on discute, bien sûr. Non, mais moi j'aime bien parce que on critique souvent cette société aseptisée. Vous n'êtes pas dedans. En revanche, je suis un peu malade. Bon, Mbappé, ça va aller mieux ou pas? Ça va aller mieux. Je sais pas. Je pense qu'il est un peu. Je pense qu'il est pas loin d'un état dépressif. Hein. Quand on n'est pas psy, on peut pas dire ça, mais. Ah, l'année qui passe au PSG, compliqué, très compliqué. Comment ce mec a pu passer de ne penser qu'au foot? Quand t'es pas bien dans ta tête, et puis quand tu commences à sortir, et puis quand le club t'emmerde, quand le club te veut plus te faire jouer, quand ça frise le harcèlement, tout ça existe, même quand tu gagnes. Même quand tu gagnes, je sais même pas combien il gagne, je sais pas, 30 millions par an, j'en sais rien. Même quand tu es à ces hauteurs-là, j'imagine que tu es encore un peu homme, que tu n'es pas qu'un robot et que des choses finissent par t'atteindre. Mais à quel moment ce type qui ne pensait que résultats, que performance, que but, que titre... Oh, Thibaut, il a le droit de vivre quand même, non? Mais bien sûr. Mais on parlait de... Jusqu'à 30 ans, il n'allait jamais voir une meuf de sa vie ou quoi? Non, mais d'accord, mais Messi, Ronaldo... À un moment, il sort et tout. Messi, Ronaldo... Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Oui. Il voulait être Messi, Ronaldo. Mais je te dis que ces deux joueurs-là ont fracassé toutes les données qu'on avait. Et donc Mbappé n'est pas de leur calibre. Bah visiblement non. Visiblement non. On descend là, c'est ça? Ouais. Visiblement non. Pardon. Visiblement non. C'est fou de penser ça. Après, peut-être il peut peut-être pendant un an, j'en sais rien moi, être moins bien et puis il sera bien, je sais pas moi. Mais là, en tout cas, clairement, là, on est dans on va boire un verre ou pas alors? Ah bah oui, on y va. Ouais, on y va. Bon, ça. Je sais tout mieux. Ouais, c'est l'anniversaire d'un copain ce soir, on reçoit et voilà quoi. Bonsoir. Salut Charlotte, comment tu vas? Très bien. Bonsoir. Ça va Charlotte? Merci beaucoup. Okay. Ouais. Là, vous regardez cette place-là pour avant le dîner. D'accord, très bien. Voilà, comme ça. Je fais ça. Et comme ça, Bonsoir. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu veux boire, Thibaut? Très bien, merci. Vous prenez quoi, vous? Moi, je fais comme l'invité d'habitude. Je sais pas, on va pas boire d'alcool, on n'a pas le droit là, non? Pourquoi pas? Hein? Ouais. Tu veux un peu de champagne? Allez, champagne. Mes amis sont pas encore arrivés, donc le gars. C'est quoi? Mon ami Yossi, dont on va fêter l'anniversaire, elle n'est pas encore là. Vous venez souvent ici? 4 fois par an. 4 fois par an, c'est un endroit où c'est une bonne brasserie et où au bout d'un moment, alors il faut que tu saches, le chef est fan de l'after. Ça facilite beaucoup les choses, tu sais. Ah donc, en tant que journaliste, vous profitez, vous voyez que vous êtes avancé. Franchement, je profite qu'ils viennent me dire bonjour et qu'ils soient très sympas, c'est ça. Ce monde de la nuit. Non, il y a très longtemps que c'est fini pour moi. Ouais, mais vous faites des émissions de soir à 22h. Oui. Vous faites une émission de poker encore plus tard. Bon, oui, alors attends. Mais le poker, c'est le milieu de la nuit. Enfin, c'est quand même. On peut jouer au poker au milieu de la journée, mais il y a quand même cette ambiance, quoi. Alors écoute, tout ça est bien loin. Ouais. Je sors 4 fois par an, ici avec des potes, où ça se termine en train de chanter de la variété. C'est vraiment comme disent les enfants, ah, tu vas dans ton truc de vieux daron. Donc, vous êtes passé de l'autre côté. Et l'émission, elle se termine à minuit. Ouais. Mais à minuit 10, je bois ma tisane et à minuit 20, je suis couché. Hein. Il n'y a rien de sexy dans le fait de terminer à minuit. Hein. Non. Est-ce que l'émission. Et le poker, le poker, il y a cette ambiance quand même. Mais non, le poker, les tournois, ça commence à 13h. Oui. Tu joues la nuit si tu te qualifies, si tu joues très très bien. Et moi, c'est pas toujours mon cas.
On a commandé ou pas, non? Non, pas encore. Un peu de champagne tous les deux. Voilà. Ouais. Donc non, il n'y a pas de monde de la nuit. Hein. Là, c'est parce que tu vois, Ouais. j'ai voulu un peu crâner avec toi, parce que le Figaro la nuit, tout ça. Et puis je te dis non, viens là quand même 4 fois par an à peu près, mon anniversaire, là c'est l'anniversaire d'un copain. Est-ce et que voilà. l'after serait la même chose si c'était à 16h? Je pense pas. Mais Bon, pourquoi on a tu dis? Parce que le soir, tu sais quoi, il y a, Je sais pas, il y a peut-être plus de décontraction. Non, mais la libre antenne, on la fait pas à 16h, quoi. On la fait à 22h, à minuit, il y a une ambiance, il n'y a plus personne dans la rédac, il y a la lumière. Je t'avoue que, stabilisée. alors là, on m'a souvent... Alors j'ai l'impression qu'on m'a posé toutes les questions, mais celle-là, bravo Thibaut, c'est la première fois. Franchement, j'en sais rien. Je peux pas te répondre. Je sais pas si on la faisait à 16h, on aurait le même esprit. Pendant les JO, on a enregistré à 18h, ça compte? Ouais, et alors c'était aussi là. Franchement, c'était pas mal. Bon, et le poker, alors, vous jouez depuis longtemps? Ah, le poker. Bah, ce soir, il y a pas mal de potes du C'est poker avec tennis, qui on va à foot et Vegas. poker. Et tout. Ouais. Écoute, le poker, j'ai commencé à jouer quand Bruel a amené le poker en France à la fin des années 2000, là, tu sais, sur Canal. Je jouais, il y avait un groupe de potes qui jouaient et tout. Et Ah oui, parce qu'on a le droit de boire ça, mais vous savez, comme c'est... Voilà. ah, je me disais, c'est quoi cette façon? Merci beaucoup. Santé. J'ai compris. C'est la tisane J'ai compris. de minuit. C'est quoi. la tisane, il n'est pas encore minuit, mais c'est la tisane. Donc je jouais avec les amis comme ça. Ouais. Et en 2008, un rédacteur en chef sur une chaîne RTL 9 que j'avais connu à mes tout débuts en 98 m'a dit: tu connais pas un journaliste qui connaît le poker parce qu'on a acheté les droits des championnats du monde, machin. J'ai dit: bah ouais, moi. Il dit: ah ouais, tu sais jouer? Ouais, je joue. Ah, je jouais. Mais bon, j'étais avec un pro. Ouais, voilà. J'ai joué avec, on a commenté, il y avait un pro avec moi. Et donc je me souviens parce que sur le trajet pour aller au studio, c'était à la Plaine Saint-Denis. Il me parlait, tout ça, donc je me nourrissais beaucoup de... Je fais tomber un truc. Merci beaucoup. Je me nourrissais beaucoup de ce qu'il me disait, j'apprenais et tout. J'ai découvert un monde mais absolument fascinant. Le mec il me disait à la table comment t'observes une personne, la façon qu'il a de bouger, tu vas voir comment il joue. Ça va au-delà des cartes, quoi. Tellement au-delà des cartes, ça. Au fil des années, j'ai un peu mieux joué. À la radio, sur RMC, la régie, avec des partenaires poker, ils ont eu l'idée de faire cette émission. Ils me l'ont proposé parce que tout le monde savait que je joue au poker. Et ça fait 10 ans qu'on fait le RMC Poker Show avec Winamax. Et moi, c'est un monde... Moi, j'adore. Aller à Vegas, jouer au poker, faire les tournois. J'adore ça. Jouer de l'argent? De toute façon, en fait, je crois que le poker ne peut jouer qu'avec de l'argent. Sinon, c'est un jeu de société comme un autre, quoi. Faut arrêter de se raconter des conneries. Tu vas, tu joues de l'argent. Le poker, après, tu joues. La règle, c'est elle n'est pas tout le temps appliquée. Tu as des gens qui ont pété des câbles et tout ça. Mais moi, je ne suis pas joueur dans l'âme, je ne suis pas gambler. Tu joues l'argent que tu peux perdre. Que tu peux perdre, ça veut dire que tu n'es pas affecté si tu perds cet argent. Donc moi, je fais des tournois à 100 balles. Déjà à 200, j'y vais pas tout le temps. Et pourtant, honnêtement, je peux le jouer, le tournoi. Pas toutes les semaines, hein, mais de temps en temps. Et ben pourtant, j'y vais pas trop. Parce que j'ai peur que la pression m'absorbe trop. Donc il faut jouer dans ses limites. Tu sais, les joueurs pros, ils te le disent. Hein. Ouais. Tu as des joueurs qui ont fait des carrières admirables au poker, qui ont gagné de l'argent, des grosses sommes, et ils te disent: moi je joue 1000 €, 2000 € les buy-in. Des limites où moi je ne m'approche même pas, tu vois. Ouais. Si, j'en ai joué un à Vegas, on me l'a payé. Il y a un ami dans l'univers du poker qui m'a dit: tu vas aller jouer ce tournoi demain? Je dis: jamais de la vie, même pas en rêve j'y vais. Je dis: pourquoi? Parce que moi je fais pas un tournoi à 1000 balles, moi. C'est pas une affaire de j'ai les moyens, pas les moyens. D'abord, je suis pas assez fort. Hein. Il me dit: tu vas y aller? Je dis: non, j'y vais pas. Il me dit: je vais te payer la moitié, tu vas y aller. Je dis: putain, ok, le mec qui me faisait la moitié d'un cadeau, j'ai été obligé d'y aller.
J'ai gagné 3000. Mais j'ai dû lui donner la moitié. Ouais, mais l'intérêt de Et c'était une expérience l'intérêt incroyable. du poker, c'est d'avoir cette boule au ventre au moment où on peut Ouais, mais perdre. attention, Et si attention. on Non, fait non, pas non, d'argent, non, on l'a pas. non, non, non. Moi, je La veux boule pas. au ventre, oui. Ouais. Mais l'idée que tu vas te perdre, donc comme on dit dans le milieu du poker, que tu vas te broke, Ça veut dire quoi? c'est le truc que tu dois éviter Ça absolument. veut dire quoi? Broke, bah, tu vas te péter, quoi. Tu risques de tout perdre, comme tu as dit. Ouais. Ça, c'est le risque absolu. Oui, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt. Non, mais il y a de l'argent à la hauteur de tes moyens, de ce que tu peux perdre. Et donc, est-ce qu'il y a la boule au ventre? Elle est plus importante sur un. Mais la boule au ventre, c'est un truc de fou. La boule au ventre, il m'arrive parfois d'aller faire des tournois où j'ai la chance que Winamax m'invite. Un tournoi à 500 balles. Je suis invité, c'est pas mes sous. Putain, au bout de 2 heures, j'ai mal au ventre. Je me dis, mais pourquoi? Reste calme. Ce jeu, c'est une adrénaline. Ce jeu te prend. On a l'impression qu'il te révèle, il te dit qui tu es. Et il dit ton rapport à l'argent, il dit la peur que tu as de la personne que tu ne connais pas, la découverte que tu dois avoir de lui, les fausses idées sur les gens. Tu t'es assis à la table et tu as 8 mecs que tu connais pas. Qui est le riche, qui est le pauvre, qui est le bluffeur, qui est le bon joueur, qui est le mauvais. Duello, quoi. Et tu es là, tu regardes et tu dis, ah putain, lui, il a une belle montre. Lui, elle est fausse ou elle est vraie? Lui, il a la façon dont il est habillé. Il a l'air à l'aise, il parle à table, alors que l'autre, il est tout timide comme ça. Et tu es en train, sans arrêt, de te monter des films sur qui, comment réagir, comment être. C'est absolument fascinant. Fascinant. C'est là où j'ai du mal à comprendre comment on peut être un bon joueur de poker, un grand joueur de poker. J'ai les mêmes cartes que vous, là. À partir du moment où je connais les règles. Pourquoi il y a un type qui peut être plus fort? Le travail, comme dans tout, On travaille quoi? les mathématiques, Ouais. les probas, l'analyse, l'observation, le fait que plus tu joues de tournois ou plus ta tactique, ta prise de risque et ce qu'on appelle la variance, la chance, parce qu'il y a de la chance dans ce jeu, ça va se lisser. Plus tu joues bien, si tu fais 10 parties, tu vas être bon dans au moins 7 ou 8 parties. Si je joue 2 parties par an, moi, ma part de chance, elle va beaucoup augmenter. Si je travaille tout mon jeu, ma réflexion, mon comportement à table, mes combinaisons, si je joue 100 tournois par an, à un moment, ça va se voir. Je vais réduire la part de chance. Tous les champions te disent ça. Vous avez vu que vous parlez avec plus de joie et de passion du poker que du foot. Ah ouais? Dans le foot, il y a un petit côté désabusé. Peut-être. Est-ce que d'ailleurs, je Peut-être. pense que déjà, il y a 2 facteurs. Déjà, c'est votre boulot, et puis vous êtes plus un enfant. Est-ce que le foot, il faut rester un enfant pour le regarder? Quand j'étais petit, j'avais l'impression que moi, ma vie se calibrait à tous les 2 ans, il y a un Euro, il y a une Coupe du Monde. Voilà. Non, j'ai beaucoup de l'enfance qui est. Mon enfance a été animée par le foot, donc j'ai beaucoup de souvenirs. Tout me ramène à ça, ma nostalgie, le jeu, tout ça. Bonjour, Oui, très bien. Thibaut, enchanté. Qui a gagné quoi? J'ai laissé gagner parce qu'il fallait pas le ridiculiser pour la France entière. Voilà. Est-ce que tu sais où on en est arrivé de la discussion? Au poker. Et il me demande qu'est-ce qui te Géraldine, je vous passionne mets le dans ce micro jeu. une seconde, sinon on vous entend pas. Pardon. Merci beaucoup. Et il me demandait qu'est-ce qui. Et toi là parce que je te vois pas. Vas-y. Qu'est-ce qui me plaît? Alors elle joue maintenant et elle Ouais. joue mieux que moi. Ouais, Elle fait des très bons résultats en tournoi. ok. Qu'est-ce qui nous passionne dans ce jeu? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu important et qu'on joue bien ou qu'on joue pas bien? Alors déjà, plus on joue, plus on s'aperçoit qu'on joue pas bien, parce qu'on voit tout le champ des possibles. Oh merde, moi j'ai dit le contraire il y a 2 minutes. Ouais, bah du coup c'est pour ça que tu progresses pas. Donc, Ensuite, ce qui est bien, c'est l'observation des gens. C'est le brassage à table. Tout le monde se mélange. ah, ça, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est Et vraiment. on arrive à la table et on. Il y a une mixité, il y a tout. C'est-à-dire qu'on peut être à côté d'un pro, d'un chauffeur de taxi. Pas dans tous les tournois. Non, pas dans tous les tournois. Parce que quand mais, tu élèves le niveau de droit d'entrée du tournoi,
ça Ouais. limite. Mais franchement, non, c'est extraordinaire. C'est la passion, c'est l'endurance. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment un sport que j'adore. Et on parlait de la question de l'argent Ouais. et de la boule au ventre que ça peut générer. Alors sur les tournois, au moins tu sais combien tu mets au départ et tu sais que tu vas t'y tenir. En cash game, il y a le rapport à l'argent, il est beaucoup plus. Mais on n'y joue compliqué. pas, nous. On n'y joue pas en cash game. Ouais, toi, Cash tu game, joues c'est en à gros, Marrakech. t'arrives, tu mets l'argent sur la table. Ah ouais. Tu Donc mets là, tu les mets- jetons, Toi, tu vas à c'est Marrakech, de l'argent, quoi. Très clairement. Non, il y a deux façons de jouer. Ouais. Le cash, c'est l'argent sur la table. Voilà. Je relance, c'est 50 balles, donc tu le sais. Ouais. Et il y a le tournoi. Il y a des tournois à 100 balles, à 200, à 500. Il y a ok. même des Et tournois, on il y a vous même des donne- tournois on à vous donne 100 les 000. jetons. Ouais. Tu les donnes à l'entrée. Ouais. Et on vous donne des jetons. Il y a un certain nombre de joueurs et c'est une élimination Ouais, bien jusqu'à sûr. ce que le vainqueur gagne le gros lot, quoi. Voilà. On a posé plein de questions à Daniel. Ok, Il a eu bien ses répondu réponses. ou pas? Ouais. Mais moi, maintenant, je veux les vôtres. Est-ce que tu crois que je suis désabusé par rapport au foot? Non, pas du tout. Ah ouais. Il avait ce sentiment. Il parlait du poker avec plus de passion que. C'est parce que je pense qu'on l'observe moins, on le critique Ouais. moins, on l'attend moins sur le poker. Le poker, il y a une sorte de côté juvénile, un peu, il est plus au poker, alors qu'au foot, forcément, comme c'est le meilleur, bah forcément, il est Ouais. attendu, Ouais. il est épié, il Ouais, est il y a imité, des snipers autour, mais quoi. inégalé. Voilà. Et alors, question. Ouais. Moi, je me demandais si, quand on arrivait devant le micro, qu'il y avait le rouge rec qui commençait, est-ce qu'il changeait? Est-ce qu'il devenait plus agressif, plus sûr de lui? Est-ce qu'il rentrait dans un personnage? Ou non, c'est lui aussi dans la vraie vie, c'est le même gars au micro et avec vous? Moi, je pense qu'on ne tient pas pendant 17 ans à l'antenne tous les soirs en direct si on n'est pas naturel et si on n'est pas soi-même. Alors forcément, quand on parle, j'imagine, ou quand il parle du foot, on en parle avec passion, avec romantisme, avec, voilà, de manière sans filtre, avec beaucoup de générosité. Mais à aucun moment, il joue un rôle où j'ai l'impression que c'est vraiment lui-même, même s'il est très différent dans la vie personnelle et professionnelle. Mais il n'y a rien de joué, il n'y a rien de fabriqué. Et je pense que Même sur la réponse que longueur... vous. Bah oui, bah après, nous, on impossible. parle pas foot à la maison, donc je vais pas m'énerver en lui disant c'est vrai qu'on en pourquoi parle tu jamais. dis qu'un tel il est pas bon. Non, on n'en Mais parle pas de ça, nous. Et je pense que l'exercice du direct ne peut pas vous permettre de tricher. Et en particulier à la radio et sur la longueur. Encore des petites pastilles comme ça, mais pendant 2 heures tous les soirs, c'est impossible. Dernière question. Il nous Ouais. a répondu en disant que ça passait sur les critiques C'est sur le les divan réseaux en fait, sociaux. c'est le divan de Daniel Exactement, Riolo. exactement. Donc, qui Là, il est s'allonge plus là et, maintenant. Voilà, et je suis son chapier. Exactement. En plus, il est dos à vous. Ouais. Et alors, je t'écoute. Sur les réseaux sociaux, il dit bon, ce qu'on dit sur moi, ça passe maintenant. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors vraiment, il est incroyablement costaud par rapport à ça. Il n'y a rien qui l'ébranle au niveau des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi, ils m'aident beaucoup à comprendre que c'est une bulle spéculative, que ça n'existe pas, que c'est pas la vraie vie. Et vraiment, il le prend avec beaucoup de détachement, un peu d'ironie. Mais Daniel nous a quand même dit tout à l'heure que récemment, notamment sur la question Ouais. de la Palestine, Oui. Ça, c'est la dernière grosse polémique, on va dire, Voilà. dans laquelle il a été malheureusement... et là, il y a quand même le matin, quand on se Oui, lève, parce- Non, il y a des moments qui vont être. Mais je te l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des. En fait, ce qui, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu ne peux. On a l'impression que c'est. Les choses restent figées et t'as beau dire aux gens, mais t'as vraiment tout entendu. Mais tu sais que le lendemain, j'en ai reparlé. Non, t'as l'impression qu'il y a un moment qui s'arrête et on ne veut plus t'écouter. Et tout ce que tu vas redire, si tu veux rectifier, Ouais. t'as le droit d'apporter un sentiment différent. T'as le droit de dire oui, mais hier j'ai dit ça, mais en fait, c'était plus comme ça que je. Non, on a l'impression que tu te traînes cette cicatrice et qu'on va venir te mettre sans arrêt le couteau dedans. Et ça par contre, ça c'est violent. Surtout sur des sujets sensibles qui vont toucher des gens autour de toi. Parce qu'au final, sur un joueur de foot ou sur le PSG, à la limite, je m'en fous un peu. Mais sur des questions importantes comme ça qui vont toucher des gens autour de moi, avec qui je vais être ami, tout ça, ou des gens qui vont me confier leurs sentiments profonds, bah là c'est plus problématique, là ça va me toucher là. et vous dites que c'est moins évident pour vous. Parce que vous êtes exposé, vous êtes sur C8. Oui, non, mais moi, ce qu'il voilà. dit, il m'aide à. Vous avez dit, il m'aide C'est à. mon coach aussi de réseaux sociaux, c'est-à-dire Ah qu'il ouais. m'a appris à avoir beaucoup de détachement. Je regarde pas du tout moi les réseaux sociaux X, Ouais. c'est fini pour moi, c'est une sorte de caniveau de la pensée, c'est la violence à l'état pur, à l'état sauvage. Je trouve que c'est trop dur, trop d'insultes, d'injures, de menaces de mort et tout. Moi je C'est regarde pas- tout. et c'est pas constructif en plus. Ça, le Non, et puis sujet. encore une fois, c'est pas la vraie vie. J'ai Ouais. jamais vu quelqu'un dans la rue qui m'a craché dessus en disant je vais te tuer. Donc je Ouais. préfère prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Mais là où je comprends ce que dit Daniel, c'est qu'effectivement, lui, quand il développe un truc,
y a quand même des arguments, il y a une thèse, une antithèse, une synthèse, et sur les réseaux sociaux, c'est des bouts de pensée, c'est des raccourcis, et donc forcément, voilà, vous êtes assigné à un camp ou à un autre, et que du coup, c'est très injuste parce qu'il n'y a pas la nuance. Je pensais pas que vous viendriez à l'antenne ici. Parce que vous êtes assez discrets ensemble. Ouais, mais du coup. Bah, tu vois, on l'a fait pour toi, Thibaut. Ouais, vraiment, Voilà. je fais ça pour faire ça, parce que je sais que le tennis avait été dur pour vous, donc j'ai voulu vous remonter le moral. Merci. C'est vrai. Je vous laisse du coup. Merci beaucoup. Attendez, partez pas avec le micro parce que sinon on va entendre tout ce que vous dites. Ne vous inquiétez pas, je dis rien de méchant. Merci beaucoup. C'est une belle histoire, vous deux. De quoi? Tous les deux. Oui, bah oui. Ah, mais c'est vrai que vous restez assez discret. Ah oui, tu veux dire, on n'a pas fait Page People encore. Non, Ouais. non on va pas faire. Non, ça va aller. Ça va aller. Ouais. C'est quoi la suite pour vous? Bon, il y a l'after, mais après. Ça, c'est à chaque fois qu'on me demande qu'on pose cette question, je sais jamais quoi répondre. Mais je sais pas. Je sais pas, il y a des jours où. Honnêtement, est-ce qu'il y a de lassitude parfois de vous dire, tiens, à minuit, je vais devoir encore aller raconter des trucs sur Mbappé et je l'ai dit 100 fois et j'ai rien à dire aujourd'hui? Bah, la vérité, ça peut arriver 1 ou 2 fois par an en fonction de petits moments où ça va moins bien se passer, ou quand il y a la compétition du mois de juin, Coupe du Monde ou Euro, où là il y a beaucoup de pression parce qu'il y a plus d'écoute et puis il faut faire plus d'émissions. Donc il peut y avoir un moment où tu es pressé d'être en vacances parce que c'est la fin de la saison, donc quelque chose qui va ressembler à de la lassitude. Et au final, quand arrive le mois d'août, que le championnat reprend, t'es là, tu dis putain, allez, j'ai envie d'y retourner quoi. C'est la dose. Mais ouais. Donc. Ouais, parce qu'il peut y avoir parfois chez les journalistes de sport, je sais ce que c'est, une forme de snobisme en disant le sport, c'est pas assez important, je veux aller goûter à autre chose. Pascal Pro, on est un exemple par exemple. Est-ce que vous. Mais Pascal, il aimait pas le foot comme moi. Ouais. Pascal, ça n'a rien à voir. C'est bien, il a fait bouger sa carrière, il a évolué, il fait ce qu'il veut aujourd'hui. Des fois j'aime bien, des fois j'aime pas ce qu'il fait. Et puis de toute façon, on s'en fout complètement de savoir ce que je pense de ça d'ailleurs. C'est pas. Non, mais à chaque fois on m'en parle parce que c'est le gars qui était dans le foot, oui, qui a fait autre chose. Et comme moi, effectivement, je fais du foot et je fais 1 fois par semaine l'émission d'Estelle. Bah on me dit, est-ce que tu vas prendre ce chemin? Mais non, parce que moi le foot, ça me plaît vraiment. Ouais. Moi je suis vraiment passionné. Et lui, il ne comprend pas qu'on intellectualise le foot. Ça ne l'intéresse pas cet aspect-là des choses. On en a souvent parlé ensemble. Il y a eu une époque où il m'a dit ouais, pourquoi tu lâches pas le foot? Pourquoi tu. Je dis mais moi j'aime ça Pascal. Moi j'ai pas envie de. Peut-être que je ferais bien ce que tu fais. Hein. Je m'y suis vu. À un moment, on avait eu l'idée avec Gilbert de faire l'after société qui parle de politique, d'autres choses, mais avec exactement notre style. Ouais. Bon, on n'est pas allé plus loin à le proposer réellement et on nous a pas dit faites-le. On serait très content de le faire. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien le faire. Exactement avec notre ton et les mêmes personnes. Parce que Gilbert, moi, Flo, on peut parler d'autre chose. Évidemment, on a une formation, on est généraliste à la base. On pourrait. Mais le foot ne nous lasse pas, on est super content de le faire. Non, c'est vraiment. Pascal, il a fait sa vie et puis voilà quoi. Estelle, qui a une copine, elle a fait du foot et elle aimait vraiment ça. Hein. Ouais. Mais à un moment, elle a voulu faire autre chose, elle a fait autre chose. Des fois, on en parle, elle me dit tu sais, Daniel, je regarde même plus un match maintenant et tout. Je dis bah ouais, bah écoute, ça t'intéresse plus, t'as plus envie et tout. Et des journalistes femmes dans le foot, il y en a eu, hein, mais qui s'intéressaient vraiment au foot, qui aimaient ça et qui savaient en parler, j'en ai pas croisé beaucoup. Elle en faisait partie. Bah, elle a voulu faire autre chose, très bien. Elle a orienté sa carrière autrement. Mais on n'est pas tous obligés à un moment de faire un truc. Moi, si on me le propose, pourquoi pas? Je me pencherai sur la question à ce moment-là. Après, oui, récemment, Géraldine me disait, mais t'as vu, c'est quand même incroyable. Le nombre de mecs dans les médias qui viennent du foot ou du sport. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai, Pro, c'est vrai, Jean-Jacques Bourdin était au sport. Hervé Bérou. Moi, j'ai commencé au service des sports d'ITélé avec Pro. Hervé Bérou, qui était notre patron à BFM, qui est maintenant à RTL M6. Il vient du sport. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont été dans le sport, qui ont fait autre chose. On est capable de tout faire. Mais les carrières t'emmènent là ou là. Peut-être que si on me le propose, je le ferai.
je serais content, ouais, pourquoi pas. Ouais. On verra. Merci Daniel Riolo. Bon, attends, C'est Thibaut. Dernière question. Est-ce qu'Mbappé va redevenir un grand joueur? Ah, Oui tu ou non? vois, attends, tu me ramènes toujours à Mbappé. Eh oui. Allez, oui ou non? Ben, je sais pas, franchement, je trouve qu'il va pas bien du tout. Et en Vous fait, êtes inquiet à ce point? non, mais il a fait un mauvais choix. Le Real, c'était pas pour lui, le Real. Qu'est-ce qui était Non, pour mais lui c'était- si le Real attends. n'était pas pour lui? C'était pas pour lui à ce moment-là, Oui. au moment où il y avait déjà Vinicius. Oui, oui, oui. Parce que Mbappé, c'est pas un avant-centre. Et on le fait jouer à un poste qui n'est pas le sien, voilà. Et je pense qu'il va ramer cette année. S'il redevient un bon joueur, c'est pas cette année. Les Français vont lui pardonner? Ils ont pardonné à Zidane. Oh, Zidane, qu'est-ce qu'il va lui pardonner? Bon, un petit coup de boule en finale de Ah la Coupe oui, du oui, Monde, oui, quand même. oui. Ah, oui. C'est vrai.